Tu dirais quoi au Lucas il y a 5 ans de ce qui est arrivé en décembre dernier? Bon, honnêtement, c'est un peu le rêve quand même. La F1, elle a tellement évolué, mais dans un sens hallucinant que j'aurais, pour ma part, jamais imaginé. En fait, j'ai écrit un mémoire en 2018 pendant mon stage à la FIA qui s'appelait Renforcer l'attractivité de la F1. Et mec, c'est pas drôle. Mais l'accident de Ayrton Senna, c'est pendant la pub, mec. Mais non. Je te jure. C'est quoi pour toi le pilote le plus surcoté? Maker Podcast. Lucas, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça fait plaisir de t'accueillir. Je suis grave content d'être là, gros. On est bien, on est cosy, on est à Paris. C'est vrai, on Pour est une pas fois qu'on se voit pas. à Montréal. Exactement. C'est incroyable, c'est vrai que j'allais te dire bienvenue sur la chaîne, mais en même temps, c'est plus bienvenue chez toi. T'es plus à la maison que moi, en fait. C'est moi qui bouge pour une fois. Mais j'avoue que tu sais que ce podcast, je pensais qu'on l'aurait fait du coup à Montréal, parce que je viens souvent quand même, mais quand j'ai vu que t'avais lancé ça, je me suis dit, bon, c'est sûr, quand je vais venir pour le Grand Prix, on va le faire. Mais t'es venu à moi, à plus mal, tu vois, on est bien, on est cosy. Ouais, super. Bah écoute, en tout cas, c'est trop cool qu'on puisse faire ça ensemble. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à discuter. On va parler de ta chaîne, on va parler de tes succès. Donc, tu es le propriétaire de la chaîne Lucas Parle F1. Tu as passé les 230 000 abonnés. J'allais dire 300, désolé, je te vends un petit peu avant. Un an d'avance à peu près. Un an d'avance, c'est ça. Ok, c'est les trajectoires. Donc, 230 000 abonnés, ça fait 5 ans, c'est ça que tu as la chaîne? Ouais, on a commencé en novembre 2020. Novembre 2020, ok. Et là, si on prend novembre 2025, presque décembre, t'étais au FIA Awards, c'est ça? Exactement. J'ai vu tes petites stories Instagram. C'est toi qui as déballé le trophée, c'est ça? Ouais, c'est moi qui ai déballé le trophée du champion du monde. Il y a plein de trophées en fait. Il y a plein de trophées au FIA Awards, mais j'ai déballé le trophée de champion du monde. J'ai sorti de la boîte. Il était chez Max Verstappen, il est parti chez le graveur à Londres. Et il est arrivé en Ouzbékistan, puisque c'est là-bas qu'on a fait la cérémonie. Et ils m'ont fait la fleur, entre guillemets, de me dire, OK, c'est toi qui va le déballer, parce qu'on faisait une vidéo en plus. J'ai ouvert la boîte, j'ai pris le trophée de champion du monde en même. J'avoue que c'était assez ouf. Attends, mais comment ça s'est passé? Ils t'ont dit, OK, donc là, c'était déjà gravé. Il y avait déjà Lando Norris dessus? Ouais, c'était prêt avant de lui donner, c'est ça? Ouais, alors en gros, il y a toute une cérémonie, toute une cérémonie le soir même, mais tu sais, dans la journée, ils s'organisent. Et donc, il y a le trophée qui arrive. Et le trophée était en retard. C'est le plus important, il était en retard. Donc il y a eu un petit stress et tout. Nous, on est arrivé le mercredi, la cérémonie était le vendredi. Et je pense que là, on devait être le jeudi ou un truc comme ça. Et le trophée est arrivé. Et comme on faisait une vidéo sur les coulisses de la FIA, de cet événement, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon Lucas, let's go, tu viens, tu l'ouvres. Mais parce que tu connaissais le gars de la FIA, c'est ça? Ouais, la FIA, je les connais bien. Donc la FIA, pour ceux qui connaissent pas, c'est la Fédération internationale d'automobile qui chapeaute le motorsport dans le monde. Et donc moi, j'ai fait un stage chez eux à l'époque, en 2018. Et je suis toujours en contact avec eux. Je fais des événements avec eux. Et là, je m'occupais de leur production, on en reparlera. Et du coup, j'étais là pour faire une vidéo pour eux. Donc tu les connaissais d'avant la chaîne, en fait? Ouais, bien sûr. Incroyable. Ouais. Je les connaissais depuis longtemps, en fait, parce que j'avais fait ce stage à l'époque où j'avais eu quasi par hasard, tu vois. Que j'avais cherché, mais dont je pensais qu'il était impossible d'avoir. Et ouais, du coup, en fait, on continue à bosser ensemble. Maintenant, on est quoi, 7 ans plus tard? Ouais, c'est ça. Et il y a des trucs assez ouf qui se passent quand même. Donc là, ils t'ont fait confiance, t'as déballé, j'ai vu, t'avais les gants blancs, t'as pris ça comme un trésor, non? En fait, c'est comme la Coupe du Monde de foot. Hein. Ouais, alors, c'est peut-être un tout petit peu moins... comment dire protégé, parce que la Coupe du Monde de foot, je crois que même dans le vestiaire, ils l'ont dans le vestiaire et puis après, ils la rendent. Tu vois, ils la soulèvent, ils la prennent 5 minutes dans le vestiaire et après, ils la reprennent. Là, le champion du monde, il l'a chez lui. Donc, elle est chez lui pendant l'année. Après, il la renvoie au graveur et après, ça revient au FIA Awards. Donc, c'est le champion du monde d'après qui la récupère. Mais c'est le trophée du sport automobile. Il n'y a pas de nom spécial, ça s'appelle le trophée championnat du monde. Des pilotes de la Formule 1. Ok, parce qu'il y a d'autres trophées aussi, c'est ça, tu disais? Ouais, tu sais, la FIA chapeaute tout le sport auto mondial. Donc, t'as le trophée pour le rallye, t'as le trophée aussi des constructeurs de la F1 que j'ai eu dans les mains aussi. C'est des trophées qui sont incroyables, mais t'en as deux, on va dire, qui sont pas des nouveaux trophées. C'est-à-dire qu'en fait, chaque année, pour le karting, le rallye et tout, ils font des trophées spécifiques que les mecs, ils gardent. C'est les leurs, tu vois. Et à chaque année, ils en refont des nouveaux. Mais là, c'est le... Ouais, ceux-là, c'est comme la Coupe du Monde, c'est toujours les mêmes, c'est juste qu'ils passent de main en main. Ah, c'est incroyable. Donc c'est inestimable. Et d'ailleurs, le trophée des constructeurs, pour la petite histoire, c'est un trophée magnifique. Limite, il est plus beau que l'autre, il est plus petit. Et tu sais, t'as des petits écussons de l'écurie qui gagne. Donc imagine, c'est Ferrari qui gagne, t'as l'écusson Ferrari jaune en métal dessus, tu vois. Et chaque année, on en rajoute un. Et lui, tu l'as touché aussi? Ouais, bien sûr. Wow. Et là, si jamais tu te remets un peu en perspective, mettons, il y a 5 ans, t'es dans ta chambre, tu fais ta première vidéo, tu sais pas trop vers où ça s'en va, ce projet. Tu dirais quoi au Lucas il y a 5 ans de ce qui est arrivé en décembre dernier? Bon, honnêtement, c'est un peu le rêve quand même.
En vrai, genre, c'est un peu. J'imaginais jamais. Enfin, j'avais toujours pour objectif de bosser en F1, tu vois. J'avais, avec mon stage à la FIA, c'est ce que je voulais faire et tout. Mais jamais en lançant la chaîne YouTube, j'aurais pu imaginer que ça déboucherait sur tout ça. Qu'au final, tout se reconnecterait, tu vois. Et ouais, je dirais continue, frérot, parce que, parce que ça vaut le coup, en fait. Ça vaut le coup. Est-ce que c'est un peu genre la fin du game pour toi, tu dirais? Est-ce que c'est un de tes gros objectifs? Non, le game, il est jamais fini, mais j'avoue que là, sur les FIA Awards, il y a eu plusieurs choses qui vraiment m'ont amené à me dire, ok, tu peux difficilement faire mieux. Tu vois, j'ai passé un moment avec le champion du monde, Lando Norris, juste après qu'il ait reçu son trophée. Il a le trophée dans la main. J'ai une photo, enfin, on a une photo où on est en train de parler, machin, dans la bucket list du sport automobile, tu vois. Je suis pas mal avancé en réalité. Il y a T'es au beaucoup de sommet. trucs. Ouais. Non, il y a beaucoup de trucs qui me restent à faire, énormément de choses, mais j'avoue que ce que j'ai fait maintenant, bah, c'est quand même, voilà, c'est quand même fou. Enfin, j'aurais jamais imaginé que je ferais ça. Sur ta chaîne, il y a écrit, quand tu cliques sur la petite description, il y a écrit je vais vous montrer pourquoi la F1 c'est cool. Alors, en 2026, pourquoi ça a beaucoup évolué? Pourquoi, selon toi, la F1 c'est cool et c'est toujours cool et ça devient peut-être de plus en plus cool, quoi? C'est assez ouf parce que cette description, je l'ai jamais changée. Je crois que j'avais mis aussi. Je vais te montrer pourquoi c'est pas la F1, c'est pas le sport de sieste de ton papa ou un truc comme De ça. ton tu vois. grand-père, un la truc sieste comme du tu vois. dimanche, un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Bah, en fait, c'est fou parce que la F1, elle a tellement évolué, mais dans un sens hallucinant que j'aurais, pour ma part, jamais imaginé. En fait, j'ai écrit un mémoire en 2018 pendant mon stage à la FIA qui s'appelait Renforcer l'attractivité de la F1. C'était le titre de mon mémoire, parce que ça veut dire, tu t'imagines le creux de la vague, tu vois, dans lequel c'était. Parce que c'était un sport mort un peu, tu dis? Non, c'était pas mort. Il y avait encore, il y avait une activité, c'était connu, c'était reconnu, mais dans l'imaginaire collectif, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, et surtout, c'était beaucoup moins un sport bankable, en tout cas, qui exploitait vraiment pas son business au niveau qu'il aurait dû. Tu vois. Et pourquoi la F1 c'est cool? Bah, la F1 c'est cool parce que c'est un sport, en fait, c'est comme le cyclisme. La F1, en fait, il y a plein de variables. Mais d'abord, c'est un sport qu'il faut comprendre. Tu vois, moi, je connais pas le cyclisme. J'ai regardé la série Netflix, on va reparler de la série Netflix de la F1, mais j'ai compris plein de choses qui m'ont fait me dire, ah, en fait, c'est pas du tout le sport que tu imagines à la base. C'est pas du tout juste des mecs qui font 600 bornes sur un vélo, tu vois. C'est beaucoup plus que ça. C'est des exploits physiques, des exploits mentaux, c'est un sport d'équipe, un sport individuel. Enfin, d'ailleurs, avec beaucoup de points communs avec la Formule 1. Mais tu vois, donc, c'est un sport qui te. En fait, à partir du moment où tu ouvres la porte, t'as tellement de possibilités. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, la F1, c'est un sport qui est aussi cool sur la piste qu'en dehors de la piste. C'est-à-dire qu'en fait, t'as maintenant 11 équipes, avant il y en avait 10, 11 équipes, 22 pilotes, et en fait, tout ça raconte une histoire sur une saison. Tu vois, c'est comme une série télé, en fait. Chaque Grand Prix, c'est un épisode. Tu vois. Et du coup, pour moi qui fais du contenu, c'est une mine d'or. Parce qu'en fait, t'as des histoires à raconter sur ce qui se passe sur la piste, donc le sport en lui-même, et t'as des histoires à raconter sur ce qui se passe en dehors. La F1, c'est un sport hyper vicieux. Tu sais, c'est un sport d'équipe, en même temps, c'est un sport individuel. Ton coéquipier, c'est ton ennemi, c'est ton premier ennemi, tu vois, sur le papier. C'est hyper bizarre, c'est hyper toxique sur le papier, tu vois. Donc, t'as plein d'histoires à raconter, et les gens, et c'est pour ça que maintenant, ça touche de plus en plus de cibles différentes, c'est qu'en fait, maintenant, il y a énormément de... Enfin, les gens ont énormément de choses à se mettre sous la dent en ce qui concerne la Formule 1, tu vois. T'as des histoires, t'as des rumeurs, Des gossips. t'as des gossips, ouais, tu vois, t'as des trucs comme ça qui se passent. Et en même temps, t'as, ok, le dépassement de malade qu'il a fait, tu vois. C'est pour ça que c'est cool, et ça va être encore plus cool cette année, parce que t'as une nouvelle réglementation qui arrive, qui est là pour s'adapter au marché de l'automobile. Donc on fait entrer encore plus d'électrification. Pas rentrer dans le détail, mais en gros avant... Quand tu dis pour s'adapter, c'est parce que le monde auto va vers Ouais, l'électrique. En gros, le monde auto va vers le parc automobile, et le secteur de l'automobile va vers l'électrique. Et donc la F1 a besoin, mine de rien, de ressembler à ce qui se passe un minimum pour pouvoir être attractive pour certains constructeurs. Donc là, typiquement, je te passe les détails techniques, mais on se rapproche de ce qui se passe sur le parc automobile. Donc on arrive avec 50% d'électrification, alors qu'avant c'était beaucoup moins. Donc tu as 50% de thermique, 50% d'électrique. Et donc, cette décision principalement, en plus évidemment de l'attractivité du sport, fait que tu as des constructeurs comme Audi qui arrivent cette année, ou Cadillac, tu vois. C'est les deux nouvelles équipes. Deux nouvelles équipes. Alors, ouais. Audi a racheté une équipe qui s'appelle Sauber, qui était déjà là. Mais Cadillac arrive en tant que 11e équipe. Donc, ça montre l'attractivité de la F1. Et la F1 a aussi, c'est pas que dans un sens, la F1 a aussi un peu adapté son modèle pour plaire à ses constructeurs. Donc, ça va être cool parce que ça va peut-être rebattre les cartes. Des équipes qui peut-être étaient loin avant vont peut-être revenir.
Il y a une nouvelle façon de faire la course parce que l'électrification amène beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc, typiquement, un boost électrique supplémentaire que les pilotes vont avoir. Il y a plein de choses qui vont se passer qui vont faire que on va découvrir de nouvelles choses et donc que le sport va, je pense, prendre une nouvelle dimension. Puis c'est un peu comme s'ils rajoutaient des règles un peu chaque année, et les pilotes ils doivent s'adapter. Est-ce que tu penses qu'aussi ça peut impacter certains styles de pilotes? Il y a des pilotes qui vont dire ok, on était très forts avec telle technologie et peut-être que maintenant ils vont perdre un peu ou ils vont peut-être gagner un peu en puissance. Carrément, en fait, en F1, tu as les styles de pilotage qui sont hyper marqués. Tu vois, Max Verstappen, c'est le champion du monde des années d'avant, là, avant Lando Norris cette année, donc 21, 22, 23, 24. Il a un style de pilotage très marqué, et on le sait, et ça fait que ses coéquipiers ils ont du mal quand la voiture elle est développée, puisque forcément il est très très fort, donc on va dans son sens. Je simplifie les choses. Tu veux dire qu'ils vont pas faire de concessions pour... En fait, c'est que pour lui, quoi. Non, en fait, c'est pas forcément ça. En fait, il est tellement fort qu'il est très difficile à battre. Les équipes, elles développent les voitures au fur et à mesure de l'année. Et du coup, comme c'est lui qui tire vraiment le plus de performance de la voiture, ils vont forcément aller vers son style à lui, tu vois. Voilà. Mais au-delà de ça, ces voitures-là, elles vont avoir normalement beaucoup moins d'appui. Donc, tu sais, l'appui, c'est le grip. Donc, c'est à quel point la voiture, elle colle sur la piste. Tu vois, une voiture qui a beaucoup de grip dans des virages super rapides, elle va rester collée à la route. Une voiture qui en a moins, elle va un petit peu déraper et du coup, elle perd du temps. Donc, plus tu as de grip en F1, plus tu vas vite. C'est assez logique, mais on n'y pense pas forcément, tu vois. Donc, voilà. Et donc, ces voitures, elles sont designées pour dégager moins d'adhérence, moins de grip, donc être plus difficiles à piloter. Donc, les pilotes qui ont vraiment besoin de beaucoup de grip pour performer, ils vont être handicapés. Et il y a un truc qui est super important avec cette réglementation, notamment vis-à-vis du déploiement de l'électricité, donc cette espèce de boost dont je parlais tout à l'heure, c'est que le pilote va avoir beaucoup plus d'impact sur la stratégie, sur tout ça, parce qu'avant, tu avais ce truc-là qu'on appelle le DRS, c'est un aileron arrière qui en fait te faisait gagner 20 km/h de plus en se s'ouvrant et donc en réduisant la traînée, tu vois, l'air, moins de résistance à l'air, forcément tu vas plus vite. Et donc les zones étaient délimitées. Et en fait, ça crée un truc vraiment très prévisible puisqu'on savait dans quelle zone les pilotes allaient attaquer, etc. Tu avais des zones plus ou moins longues. Des fois, le DRS avait un énorme impact. Des fois, il n'en avait pas du tout. Typiquement, au Mexique, il y a 2000 mètres d'altitude. Donc, il y a beaucoup moins d'air puisque tu es en altitude. Du coup, il a beaucoup moins d'effet. C'est un truc qu'on n'y pense pas, mais voilà, c'est le cas. Là, avec le déploiement, le pilote, il pourra le déclencher quand il veut. Et du coup, ça va forcément donc ça, maintenant, ils peuvent le faire quand ils veulent. Tu vas avoir une zone de détection. Alors, vraiment, je simplifie, mais tu vas avoir avant, il y avait 3 zones de détection. Parfois 2, mais ça dépend des circuits. Et il devait utiliser son DRS sur les zones. Maintenant, il y a une seule zone. Il faut qu'il soit à moins d'une seconde, comme avant, mais voilà. Et il peut l'utiliser quand il veut. Dans les virages, dans les lignes droites. Voilà. Donc ça laisse beaucoup plus de créativité, c'est ça? Exactement. Le pilote, on va dire, prend plus d'importance. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que si on revient par exemple 15 ans en arrière, 10 ans en arrière, c'était assez plan-plan, excuse-moi l'expression là, mais j'avais l'impression que beaucoup de gens, surtout d'un point de vue extérieur, c'était pas un fin connaisseur. T'as l'impression que ça tournait, il se passait pas grand-chose, pas trop de dépassements, il y avait certaines petites choses qui arrivaient de temps en temps, mais un peu comme le Tour de France, si tu suis vite fait sans trop comprendre, ça peut paraître assez passif comme truc. De toute façon, la F1, c'est ça, hein, c'est un sport où si t'es pas éduqué à ce sport-là, si tu te poses pas les bonnes questions, si tu te dis pas que les pneus ils ont un impact énorme, que le moteur a un impact énorme, que tu comprends pas les variables, c'est comme tout, tu dis c'est nul, tu vois. Tu dis c'est des voitures qui tournent en rond, surtout que si tu regardes une course et que t'as pas de chance, c'est la course où il se passe rien, tu vas dire mais ça a aucun sens. Et surtout aussi, il y a un autre truc que les gens, je pense, n'ont pas en tête, ou en tout cas n'avaient pas en tête, c'est l'aspect physique du truc. Ces athlètes de haut niveau, ils ont des coups comme ça, leurs coups c'est des cuisses, tu vois, parce qu'ils prennent des jets de malade. Enfin, je te laisse, t'imagines déjà à 130 quand tu mets un gros freinage ce que ça fait. Eux, sur un virage, on va dire normal, enfin t'as des courbes rapides et des gros freinages. Sur un gros freinage, tu passes de 350 à 0 en fait, tu vois, ou 50. T'imagines la décélération que tu prends. Enfin, c'est physiquement, ils prennent des jets plus forts ou aussi forts que des pilotes de chasse, tu vois. Tu sais, il fait 60 degrés dans la voiture, les mecs ils perdent 3 kilos par course parce qu'ils perdent que de l'eau, tu vois. Donc c'est physiquement et physiologiquement une dinguerie, en fait, ce truc-là. On s'en rend pas compte, tu vois. Quand tu passes dans des courbes hyper rapides, là, t'as des circuits où t'as des courbes, tu sais, ça s'enchaîne gauche-droite, tu vois, comme t'as à Silverstone ou à Suzuka ou à Austin, tu vois, dans le premier secteur. Mais c'est le nombre de jets que tu prends latéraux, c'est n'importe quoi. Bon, et puis même, peut-être nous, on s'évanoierait, ou comme quand tu vois les pilotes de chasse où les gars, ils partent, puis ils essaient de te faire tenir. En fait, tu t'évanouis. Ouais. Quoi. C'est du 5-6G, tu vois, ça prend du 5-6G en F1 au max. Quoi. Ouais, non-stop. Et il faut rester concentré. Quoi. Mais oui, pendant 2 heures.
peu, non? Et en fait, quand tu le vois, en fait, l'impression de vitesse, elle est difficile à imaginer tant que t'es pas dans la voiture. Mais ce que tu vois, c'est vraiment, quand t'es proche du truc, à quel point c'est des professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, c'est vraiment un monde où ils sont concentrés, ça ferme les yeux, tu sais, ils sont dans leur bulle, ils ont vraiment tout un week-end de F1, c'est très spécial, tu vois. C'est un balai, et d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que c'est un espèce de mix entre des moments extrêmement focus et de la presse, des médias, des activations Ouais, c'est ça. sponsors, tu vois. Parce que les gars, ils sont balancés d'un extrême à l'autre, les pilotes. Ouais. Ils sont balancés il faut parler, il faut être actif, il faut montrer, parce qu'ils créent un peu leur starification, quoi. Ils sont en train de créer leur propre brand un petit peu. Puis ça, on va y revenir. Mais d'un autre côté, tu dois passer de moments d'euphorie, de bruit à paix intérieure de malade et arriver à être concentré pour déjà pas mourir, parce que avant même de finir la course et de faire un classement, il faut déjà essayer de pas te tuer, quoi. Ouais. Moi, je voulais revenir au niveau d'une question de sécurité. Tu sais, je sais qu'ils renforcent de plus en plus avec les arceaux, etc. Je pense que là, tu avais mentionné qu'il y avait encore des nouvelles choses un petit peu pour la sécurité cette année. Ouais, je crois que alors c'est marginal, enfin c'est marginal. C'est pas marginal, mais c'est là on est quand même très bien en termes de sécurité maintenant par rapport à avant. Là maintenant les chances pour qu'il y ait un crash fatal, on va dire, elles sont très 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 basses. T'as beaucoup de choses qui font que maintenant bah ça va. Dis-toi que Romain Grosjean quand il a son carton en 2020 à Bahreïn, il sort d'une boule de feu, il sort quoi, tu vois. C'est un miracle, mais il sort. C'est une folie, tu vois. Tu peux pas Ouais, t'imaginer. cette image, Il traverse un rail, la voiture elle est coupée en deux. Incroyable. Le mec, t'as un brasier, le mec qui sort, tu vois. Donc ça veut dire que le halo, donc le truc qui est au-dessus de la voiture là pour éviter pour la tête soit, pour protéger la tête, il a fait son boulot. Le mec, il a traversé un rail, et ça veut dire aussi que bah, tout a fonctionné. Sa cellule de sécurité, toute sa combi, ses gants qui sont inifugés, qui sont là pour tenir 1 minute 30, tu vois, par exemple. Ça a marché, donc tout s'est aligné. Aujourd'hui, on a un niveau de sécurité qui est assez élevé, mais là, ouais, il y a 2-3 trucs qu'ils ont renforcé la cellule de sécurité. Pour ceux qui savent pas, la cellule de sécurité, c'est vraiment une box qui est autour du pilote, qui est en Kevlar. Je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est en Kevlar, qui est quasiment incassable. Donc c'est autour, c'est pour protéger, pour absorber l'impact. Après, ils ont changé, je crois, la crash box. La crash box, c'est ce qui est à l'avant de la voiture, pour encaisser les chocs frontaux. Donc ils ont changé, je crois, l'aileron avant, il se détache en 2 parties. Enfin, c'est des trucs techniques, tu vois, mais ils ont un petit peu renforcé. En fait, ils cherchent toujours à renforcer le plus possible la sécurité, parce qu'évidemment, on n'est jamais trop prudent, quoi. Puis ça, on parlait de ça un peu de starification des pilotes. Tu penses, c'est vrai que quand tu prends les grands noms de la F1, les Senna, les Schumacher, tout ça, à l'époque, c'est vrai qu'il y a aussi, je pense, une notion de danger. Quand tu vois même le film Rush avec James Hunt et Niki Lauda, t'avais des morts tout le temps, quoi. Ça arrivait quand même régulièrement qu'il y ait des gens qui se tuent. T'avais fait aussi la vidéo sur Villeneuve. Ouais. C'était un sport quand même où c'était des rockstars un peu, les gars, à l'époque. Ouais, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est redevenu un petit peu ça avec on va dire, le fait que la F1 soit plus une niche maintenant, c'est avec tout ce qui s'est passé avec Netflix et tout. Donc c'est un petit peu revenu, mais pour des raisons différentes. Maintenant, c'est pour des raisons, voilà, de communication, les réseaux et tout. Avant, effectivement, c'était des rockstars parce que, bah, tu sais, les mecs qui risquaient leur vie tous les week-ends, en fait. Moi, mon père, je me souviens, il m'a toujours dit, avant, il y avait des morts toutes les 2 semaines, en fait. Bah ouais. Ça n'a plus tout la même... c'est plus tout la même chose, c'est plus le même sport. Avant, il n'y avait même pas les mêmes règles, enfin, tu vois. Ouais, une norme de sécurité c'était zéro, plus du quoi. tout la même posture, en fait, de la part des pilotes. D'ailleurs, ils fumaient, ils buvaient, c'était bon vivant. Tu vois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils pouvaient clamser Le lendemain. le lendemain, quoi. Mais oui, et puis, c'était pas la même époque aussi. Beaucoup moins aseptisé, tu vois, beaucoup plus... Je sais pas, après, ça dépend des époques dont on parle, mais effectivement, en 70, 80... même 90, c'était... Bah, j'étais pas, mais... J'étais pas, mais... C'est ça le point aussi, c'est qu'à l'époque, tu avais cette aura un peu autour des pilotes que tu te disais, bon, bah, à tout moment, on le verra plus demain, quoi. Il va peut-être mourir, ça crée des légendes. Maintenant, je trouve qu'il y a eu un peu une vague où ça s'est un peu plus éteint. C'était devenu un peu plus, comme tu disais, un peu plus latent, un peu plus... pas ennuyeux, mais un peu prévisible. Un peu plus prévisible, c'est un bon mot. Et là, j'ai l'impression quand même que depuis 5 ans, tu commences à revoir une édification, vraiment, ça devient des stars mondiales, un peu comme ça a pu être dans le passé, pour d'autres raisons, quoi. Bon, là, je pense que c'est plus qu'avant, en vrai, en volume. Ouais. Mais comme je disais, c'est plus la même perception. C'est-à-dire qu'avant, c'était pour les raisons que tu as dites, c'est-à-dire que voilà, les mecs qui risquaient leur vie, c'était vraiment des gladiateurs, tu vois, il y avait cet aspect-là. Là, aujourd'hui, c'est plus, voilà, c'est des mecs qui sont extrêmement exposés, comme les footballeurs, au final, qui sont hyper exposés et qui sont maintenant, qui font partie d'un tout qui est hyper médiatisé. Et donc, forcément, comme le sport est de plus en plus connu, eux aussi. Et donc maintenant, le moindre, même le pilote d'une écurie qui est dernière
du plateau, bah, il est extrêmement populaire. Et ils sont très peu en fait, ils sont quoi, une vingtaine, c'est Ils ça? sont 22 maintenant. Ouais, Avant, ils étaient 20. 22. Donc en fait, on s'en rend pas compte à quel point c'est impossible d'avoir une place là-dedans, non? C'est hyper difficile. En plus, enfin, t'as plein de variables pour accéder à la Formule 1. T'as énormément de variables. La stat, je l'ai vu hier, je l'ai dans la tête. Je vois l'image. Pour un jeune qui fait du karting, d'arriver à la Formule 1, je crois que c'est 0,00029%. Tu vois. Wow, D'arriver en autant karting. dire impossible, quoi. Bah, c'est possible, mais c'est extrêmement faible. En fait, il faut vraiment que tu arrives à tout aligner. T'as la variable argent qui Parce existe. que déjà, c'est un sport qui coûte cher. Il faut que tes parents ils fassent ça. Là, tu as des profils en F1 qui sont issus de familles très aisées. Typiquement, Lando Norris, on le sait pas. Même Max Verstappen, en vrai, même si c'est pas tant comparable parce que lui, il l'a fait à l'ancienne, tu vois, en vrai, avec son père. Mais tu as beaucoup de profils. En fait, c'est moitié-moitié, tu vois. Des mecs qui sont très aisés, d'autres qui le sont pas, qui ne l'étaient pas, mais tu as des familles comme celle d'Esteban Ocon, on le sait, qui a tout mis sur la table. Ou Lewis Hamilton, qui ont tout mis sur la table pour que leur fils, il puisse ne serait-ce que tenter. Espérer, ouais, c'est ça. Ouais. Après, bon, nous, en France, on a quand même des... En France, t'as des systèmes qui sont plus équitables que dans d'autres pays. Je parle, par exemple, de la FFSA Academy, qui est le karting, enfin, la Fédé, qui a un championnat pour le karting et un championnat pour la F4, qui est plus basé sur l'équité, c'est-à-dire que tout le monde a le même matériel, tu payes des frais, je crois, et eux-mêmes aident les pilotes, mais c'est exceptionnel dans le monde du sport automobile. C'est exceptionnel, ça n'existe pas ailleurs. Ailleurs, c'est juste, tu payes plus, t'as le meilleur matos, quoi. Puis comment tu fais pour... c'est quoi? Est-ce que, par exemple, t'as comme des divisions annexes? Après, c'est quoi? Les gars qui sont pas dans le top 20, ils font quoi, les autres? Tu commences en général par le karting, ensuite t'as la F4, en général, tu fais après la FRECA, qui est la Formule Renault maintenant. Ensuite, tu vas faire de la F3, la F2, la F1. Sauf que, en fait, t'es pas du tout garanti, quand t'arrives en F3, en F2, de monter en Formule 1. C'est pas parce que t'es champion de F2 que tu vas monter. Il faut que tu fasses partie d'une académie, il faut que tu as une académie de, par exemple, Red Bull qui va payer 50% de tes frais, qui va t'accompagner, qui va te donner une espèce de linéarité, une espèce d'autoroute pour potentiellement te donner un baquet en F1 à terme, mais c'est pas sûr. Faut que tes pilotes, faut que ça se goupille bien. Il faut qu'il y ait de la place aussi. Faut qu'il y ait de la place. Hein, c'est pas facile. Donc, non, c'est très compliqué. Puis les gars en F2, en F3, ils en vivent aussi correctement ou... Pas du tout. Ah Toi, ouais? ils payent souvent pour être là. Mais non. Toujours. Même en F2? Ça vit pas, non. Tu payes ton aileron, tu payes en F2. Waouh. Et ouais. C'est horrible. Ça veut dire qu'en fait, soit il faut avoir un budget infini quasiment, ou alors avoir les sponsors qui sont assez solides parce qu'ils espèrent que tu vas passer en F1 un jour. Bah, t'as une partie académie, comme je te disais, qui, tu vois, t'as des académies comme Red Bull, Mercedes, etc., qui vont te porter et qui vont te financer. Souvent pas en entier, d'ailleurs. Et après, pour les autres, bah non, hein, c'est un milieu de shark, hein, c'est dur. Hein. Ouais, mais c'est 20 places, c'est rien. T'imagines par rapport aux footballeurs où t'en as quand même des milliers. Ouais. Genre... Donc là, ça veut dire par exemple quelqu'un qui fait une mauvaise saison, enfin, imaginons il est déclassé, il fait quoi? Il retourne en F2? Ou c'est fin de carrière? Il se passe quoi pour les pilotes? Ah non, tu retournes pas en F2. En général, c'est fin de carrière. Enfin, tu peux revenir après, mais si tu sors de la F1, comme c'est le cas par exemple d'un pilote comme Yuki Tsunoda, t'as plusieurs options. Soit tu restes pilote de réserve d'une équipe de F1, c'est possible, on peut te prendre. Donc là, tu vas être troisième pilote, tu vas faire les essais, tu vas bosser sur le simulateur. Au cas où, s'il y a un problème. S'il y a un problème, ouais. tu vas prendre la place, etc. etc. Ils sont obligés d'avoir une ou deux réserves? Ouais. Ok. Tu vas en avoir. Ouais. De toute façon, il faut, hein, parce qu'imagine, tu vois, par exemple, Lewis Hamilton, il a eu le Covid en 2020, il a raté une course. Hein. Mais c'est pas le pilote de réserve qu'ils ont mis, c'est un autre mec d'une autre écurie. Ouais, Ok. Tout est possible. Typiquement, et je digresse, mais voilà, typiquement, parce que le mec était chez Williams, que le patron de Mercedes, il avait en tête de le mettre dans les années qui arrivaient, et il s'est dit, je vais le tester, tu vois. D'ailleurs, il a failli gagner. Et il y a eu une grosse polémique sur cette histoire. Mais bon, qu'est-ce que je disais? Ouais, voilà, donc tu peux être pilote de réserve, tu peux aller faire les 24 heures du Mans, tu peux aller t'engager en Formule I, tu peux aller dans un autre sport auto, c'est ce qui se passe en général. Parce que ces mecs-là ont des expériences de malades. Ou... Il n'y a pas plus d'argent. Il y a moins d'argent, mais par contre... T'as plus de place. T'as plus de chances d'être pris parce que t'as une expérience de malade, t'as fait la F1, tu vois. Voilà. Et si c'est ta fin de carrière, si t'as genre 35, 40, tu vas prendre ta retraite. C'est 35, 40 ans à peu près là, à la fin? Bah, t'as un Fernando Alonso qui a 45 ans, mais lui, c'est une exception, le mec, tu vois. C'est vraiment très spécial pour Fernando, mais non, les mecs peuvent aller jusqu'à, je sais pas, 35 en général, ça va. Après, physiquement, c'est trop dur, sinon juste de tenir les courses en fait.
Je sais pas. En vrai, C'est difficile. t'as Lewis Hamilton qui a 40 et quelques, je crois. 41, 40, je sais plus. Oh, bah, lui, il fait 30 ans aussi. Hein. Ouais, non mais en fait, si tu veux, t'as quand même l'impression que ces mecs-là, d'ailleurs, grand respect, parce que t'imagines à cet âge-là la différence que tu dois faire en termes de. Par rapport à un mec de 30 ou même de 20, en termes de travail physique. Enfin, je veux dire, c'est une folie. Les mecs, ils sont en chaîne. Non, j'ai l'impression que ça va tant que tu continues à vraiment être au top, quoi. Tu vois. Même la vision, hein, tu peux avoir la vision qui descend un peu. Oui, avec le même temps. les réflexes, plein de trucs. Enfin, forcément, tu vieillis. Il y a un truc qui change en général, c'est quand ils ont des enfants. En général, quand ils ont des enfants, ça change un petit peu leur vision. Tu le vois, tu l'as vu avec Nico Rosberg, par exemple, champion du monde 2016. Il avait un enfant déjà. Il a tellement lutté contre Lewis Hamilton pour aller chercher ce titre. Il a pris son trophée de champion du monde au FIA Awards. Il a organisé une conférence de presse au FIA Awards. Il a dit, je prends ma retraite. Incroyable. Voilà. C'est quoi? C'est parce qu'il a peur de mourir ou c'est parce qu'il Non, s'est dit... il a dit, en gros, ce qu'il a dit, c'est, en fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'était mon rêve. J'ai battu Lewis Hamilton, ça fait 3 ans qu'il me fait galérer, je me bats avec lui depuis que je suis petit. Parce qu'il fais était des ensemble en cauchemars de lui, karting, là, je fais, lui. j'en peux plus. Là, ça m'a usé, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire en Formule 1, j'arrête. Et il a arrêté, mais jeune, hein, je sais pas, 30 quelques, tu vois. Plus proche de 30 que de 40. Incroyable. Donc, Ouais, mais t'en as des histoires comme ça. t'es parti avec l'honneur. Parti champion. Pas de du monde. regret. Parti champion du monde. À jamais. Voilà, exactement. J'ai des petites questions pour toi. C'est un peu polémique, on verra si jamais je veux pas te créer des ennemis dans tes abonnés. Mais dans le fond, je voulais regarder un petit peu. C'est pas un quiz, c'est plus un peu genre voir un peu c'est quoi ton avis personnel. Parce que je sais que tu essaies de rester toujours, on va dire, neutre, tu vois. Donc si jamais tu devais prendre un pilote dans ton équipe, dans ton écurie, mettons quelqu'un indispensable. Si jamais tu avais le choix, quelqu'un que tu mettrais genre obligatoire direct, tu te poserais même pas la question, tu prendrais qui? C'est une grave bonne question, ça. Je prendrais pas. En fait, c'est marrant parce que du coup, je kiffe grave Fernando Alonso depuis toujours, mais je le prendrais pas parce qu'il faut un peu le bordel. Non, je pense que je prendrais Max Verstappen parce que c'est le meilleur. Vraiment, il est à un niveau lunaire, le gars. Si on l'a pas vu dans d'autres équipes que chez Red Bull, j'aimerais quand même. Je pense que tu peux pas ne pas le prendre, ce gars. Ce serait quoi ton écurie actuelle préférée? Alonso Verstappen. Je kifferais trop voir ça. C'est vrai? Je kifferais trop voir ça. Pourquoi? Parce que... Non, parce que Alonso, pour moi, c'est le pilote dans l'histoire de la F1 qui a pas gagné à hauteur de son talent, tu vois. Tu vois, en 2007, il passe à 1 point. En 2010, il passe à 5 points. C'est que dalle. En 2012, il est à 3 points, tu vois, d'être champion. Donc en fait, tu parles d'un mec qui est 2 fois champion du monde et dont les 2 derniers titres datent de 2005 et 2006 quand même. Donc ça fait 20 piges. Et qui aurait pu être 5 fois champion du monde. Pour moi, c'est un des plus talentueux, tu vois. Juste, il a des problèmes de communication. Comment ça? Ouais, il a toujours foutu le bordel dans ses équipes, il a toujours fait de la politique, il a toujours tout fait pour faire pencher les choses, faire pencher la balance de son côté. Et il a une fâcheuse tendance à tirer sur l'équipe un peu trop vite, tu vois. Et ça, comme c'est aussi un sport d'équipe, c'est un problème pour un pilote. Typiquement, Michael Schumacher, il était très fort pour ça. Très, très fort pour fédérer. Tu vois, fédérer, c'est hyper important. Parce que tu as besoin d'avoir comme les gens derrière toi et que Ah oui. tu aies une bonne En fait, ambiance dans l'équipe. T'as 2 pilotes. T'as 2 équipes, mais t'as une équipe globale quand même. T'as 2 équipes de mécano, mais une équipe globale. Et donc, il faut forcément que t'aies des interactions humaines fortes. Si jamais tu fais des trucs qui détériorent tes relations, c'est comme dans tout, hein, bah, tu vas le payer à un moment donné. Et bon, il a pas. Alonso, c'est pas que de sa faute. En 2007, par exemple, c'était très compliqué chez McLaren. Je pense qu'il y a beaucoup de variables, tu vois. Mais ça a souvent été compliqué, ces équipes. Tu vois, c'est le type de gars. Pourquoi tu le mettrais avec Verstappen alors? Mais parce que je veux trop voir ça. Parce qu'en fait, pour moi, même s'il a 45 ans, ça reste un monument de ce sport qui a un charisme de malade et qui fait des dingueries, tu vois, à la radio, ou voilà, tout en étant hyper performant encore. Et Verstappen, c'est peut-être, c'est l'un des meilleurs de l'histoire aussi, mais lui, voilà, il a gagné tout et peut-être même le meilleur. Et en fait, si tu veux, ils se kiffent de ouf les deux. Ils se kiffent de ouf. Genre Verstappen dit toujours que le mec qu'il a toujours regardé, c'était Alonso, tu vois. Il y a un grand respect. Et j'avoue que ça me ferait plaisir d'aller voir ensemble se battre pour un championnat, tu vois. Ça serait quoi l'opinion un peu controversée ou on va dire pas populaire que toi t'aimes bien et que tu aimerais défendre? Il y en a une qui est une unpopular opinion sur Charles Leclerc. Il y a pas mal de gens qui disent que Charles Leclerc il a pas l'étoffe d'un champion du monde, tu vois. Qui dit qu'en gros il a pas les épaules, tu vois, pour être champion du monde.
Moi, je ne pense pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est pas, tu vois, c'est pas une opinion qui est globale, mais il y en a pas mal, tu vois, qui dit ça. Et moi, je pense que c'est vraiment pas le cas. Je pense que c'est un mec qui a tout pour, tu vois, vraiment. Et Max Verstappen dit souvent que le seul pilote dont il s'inquiète quand il est derrière lui, c'est lui. Tu vois, parce qu'il sait attaquer, il sait défendre, il est agressif quand il faut et il sait gagner des courses quand il est devant. Donc, c'est un mec, c'est peut-être un des mecs les plus rapides de l'histoire en qualif. En vrai, il est très très fort. Donc, voilà, pour moi, ça serait celle-là. Après, il faudrait que j'en cherche d'autres, mais la première qui me vient, c'est celle-là. Ah, j'avais une question qui ressemble pas à ça, mais j'allais dire, c'est quoi pour toi le pilote le plus surcoté par le grand public? Surcoté. Ouais, le plus surcoté. Imagine le mec qui te sort Lewis Hamilton. Après, on dirait qu'il faut partir là avant. Non, pas du tout. Putain, le plus surcoté, merde, il y a qui? Attends. Alors, c'est pas de sa faute, en réalité. J'aime bien quand tu commences comme ça. Non, mais c'est pas de sa faute. Mais pour moi, Oscar Piastri, il a été un peu surcoté en 2025, en réalité. Je pense parce qu'en gros, Oscar Piastri, pour ceux qui savent pas, c'est un mec qui a eu une trajectoire monumentale dans les formules de promotion. Donc, en Formule 3, en Formule 2, il a tout gagné première année. Et en général, quand ça se passe comme ça, c'est que les mecs, ils ont du potentiel, tu vois. Il est arrivé et il a eu une trajectoire hyper intéressante. Il est arrivé chez McLaren, il a tout de suite fonctionné, etc. Sauf que tout le monde s'attendait à ce qu'il joue le championnat en 2025. C'est ce qu'il a fait. Sauf qu'il a le choc de malade en fin de saison. Parce qu'il a un problème avec le grip. C'est-à-dire que c'est un pilote qui aime quand il y a beaucoup de grip et qui aime pas quand il y en a pas. Donc toutes les grands prix, à partir, je sais pas, de Bakou l'année dernière, tu vois, même un peu avant potentiellement, il a choc complet, tu vois. Moi, je pense que ce mec-là a été victime d'une surcote de ouf sur lui de la part du public. Moi, je pense pas que tout le monde l'attendait. Je pense pas qu'il soit surcoté. Je pense que c'est un putain de potentiel, mais je pense que les gens ont pas capté que ça faisait que 3 ans qu'il était là et qu'il était face à un mec, donc Lando Norris, qui même si il est clivant, tu vois, ça fait 7 ans qu'il était là. Et Max Verstappen, beaucoup plus. Une dizaine d'années, tu vois. Donc, il a été surcoté, je pense. Beaucoup. Et il lui est arrivé ce qui, je pense, a été tout à fait normal pour un mec avec son expérience, c'est-à-dire qu'il a pas été champion du monde, il a choc sur une bonne partie du dernier tiers de la saison, tu vois. Je vais pas te dire qu'il est surcoté parce qu'en vrai j'en trouve pas là dans ma tête, tu vois, des mecs qui sont surcotés parce qu'arriver en Formule 1 c'est difficile d'être surcoté. Mais ce mec-là, il a été surcoté par les gens, je pense en 2025. Voilà. Parce qu'il a fait un super début de saison et que derrière il a un petit peu. Mais il a le potentiel éventuellement avec un peu plus d'expérience. Oui, bien sûr. Mais c'est ça, je pense que moi il y en a plein qui ont le potentiel pour faire ça. Quand tu mixes l'expérience, toi après t'en as qui sont moins bien. Mais ouais. Je vais avoir du mal à te dire un surcoté comme ça parce que soit ça va être un mec que les gens connaissent pas, soit voilà. Bon bah alors. Et je trouve que cette réponse elle est intéressante pour le coup. Et si je te retourne la question et que je te dis c'est qui le plus sous-coté? Tu sais que paradoxalement, j'allais te dire Lando Norris. C'est hyper marrant parce qu'il est champion du monde. Et sous-coté. Mais il a été sous-coté. Mais tu sais que en gros, moi ce que je trouve c'est que son titre il est sous-coté. C'est-à-dire qu'en fait, j'entends encore plein de gens me dire Lando Norris il mérite pas son titre. Et en fait, je suis abasourdi, tu vois, quand j'entends ça, parce que je me dis, le gars, il a été champion du monde sur objectivement la plus longue saison de l'histoire, parce que bon, ça fait 2 ans, mais il y a 24 Grands Prix, c'était jamais arrivé avant. Donc ça fait 24 fois des opportunités pour perdre des points ou quoi. Il a eu 2 fois dans la saison où son équipe lui a fait faire 0 points, donc une fois où il a été disqualifié, faute son équipe, et une fois où il a eu un problème technique. Donc il a perdu 50 points, et là il a perdu 36 points, je crois. Donc c'est précis, mais voilà. Et en fait, tu t'entends encore des gens, parce que tu vois, c'est encore le fait que on sort de la niche, donc t'as plein de gens qui ont des avis et qui sont, je trouve, pas du tout pragmatiques, tu vois, qui te disent le gars, il mérite pas. Donc en gros, il te sous-cote son titre en mode oh, on s'en souviendra pas, ouais, machin. Alors qu'en réalité, le gars est champion du monde. Le gars est champion du monde, certes à la dernière course et certes de, je crois, 2 points, un truc comme ça. Mais en fait, le mec aurait dû être champion beaucoup plus tôt. Et on oublie. Et je trouve que les gens, ils ont un espèce de. Ils ont une considération parfois, pas tout le monde bien sûr, mais souvent à géométrie variable. Alors en fait, moi je vois beaucoup de gens qui me disent ouais je l'aime pas donc il mérite pas, tu vois. Problématique. Ouais mais c'est ton avis personnel, ouais, c'est ça. Moi mon avis c'est qu'il mérite et tu vois je me suis battu même avec des mecs qui font le même taf que moi, tu vois, en mode ok les gars pourquoi il mérite pas. Et en fait les arguments c'est que des arguments émotionnels. Et du coup on sous-cote le champion du monde, ce que je trouve quand même assez problématique. Mais pourquoi? Parce que les gens ils sont trop attachés à Verstappen ou à Hamilton? Non, en fait si tu veux le problème c'est que Max Verstappen il est monumental. Il a été le meilleur pilote de l'année 2025. Ça a été lui le meilleur pilote, en réalité. Puisque voilà, c'est lui qui a gagné plus de courses, c'est lui qui a fait plus de pole position. Il a juste eu une mauvaise voiture à un moment donné. Mais c'est pas parce que tu dis que lui, c'est le meilleur pilote
que le champion du monde ne mérite pas. On dit souvent que chaque point est important, tu vois, et que gagner un championnat, ça se fait de manière linéaire. C'est pas un truc que tu fais en faisant des coups d'éclat. C'est un truc où sur 24 Grands Prix, tu vas aller chercher les points qu'il faut aller chercher. C'est ce que Lando Norris, il a fait. Et je pense que les gens, ils avaient tellement envie que Max Verstappen, parce qu'il avait 104 points de retard à genre 10 courses de la fin, tu vois, ce qui est énorme, hein, énorme. Il soit champion du monde parce qu'il considérait qu'il méritait. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que Max Verstappen est un mec qui d'ailleurs maintenant est aimé dans la défaite. Alors qu'avant, il était hyper clivant. Tu vois, c'est hyper marrant la psychologie que tu observes autour de tout ça. Alors même s'il a fait ses preuves. Mais Bah, non. c'est ce que ça le rend humain aussi, peut-être un peu, non? Ouais, ça le rend humain. Après, cette année, tu vois, dernièrement, il a eu une trajectoire hyper intéressante, humainement. Avant, il était détestable. Moi, je pouvais pas le voir. Quand il avait 20 ans en conférence de presse, il était insupportable. Là, maintenant, il est insupportable, mais dans un sens où c'est cool, tu vois. Et en conférence, en tout cas. Et moi, je l'ai rencontré plusieurs reprises et tout. Le mec est tellement sympa. En plus, c'est peut-être le seul mec, enfin, pas le seul de tous, mais le seul grande star comme ça, qui est normal, mec, tu vois. Et du coup, enfin normal, je veux dire, pas normal, mais je veux dire comme toi et moi, tu vois. S'il était à cette table, il discuterait avec nous. Ouais, c'est clair. Il a pas le melon, il a pas le truc, c'est pas. Je dis pas qu'ils sont pas normaux, Alors mais qu'il pourrait en plus, vu son statut. bien sûr, c'est un monstre. Mais du coup, je sais pas, il y a eu cette histoire de sous-code du titre de Lando Norris que moi j'ai pas trop compris, parce que je t'avoue que c'est dur, tu vois, d'être champion du monde, surtout face à Max Verstappen. Alors ils ont jamais été vraiment ensemble en piste, c'était mathématique plus qu'autre chose, mais voilà, c'est trop dur, je trouve, de dire ok, il mérite pas, quoi. C'est une folie. Puis il t'a dit un truc super intéressant aussi, c'est que je pense que, alors ça dépend, il y a les fans hardcore qui suivent tout, qui comprennent vraiment la F1 dans son intégralité comme toi. Tu vois aussi les stratégies où des fois il n'y a pas de coup d'éclat, mais il va chercher les points. Il fait en fait un peu un travail de l'ombre qui est moins, Bien sûr. on va dire, médiatique, mais ce qui fait qu'au final, t'arrives à finir premier. Peut-être plus que faire la remontada du siècle avec Ouais, c'est plein de moins- points super éclatants. C'est moins flamboyant, C'est ça, on ouais. va dire, mais c'est comme ça que tu gagnes un championnat. Regarde, Alain Prost, il était connu, il l'appelait le professeur, parce que s'il fallait prendre les points de la 4e place, prenez les points de la 4e place. Long terme, tu vois. Et en vrai, c'est comme ça qu'on gagne un championnat, en réalité. C'est pas en faisant 3 victoires de suite et après faire 0 sur 10 courses, tu vois. C'est extrême, mais c'est vrai. Tu vois, un mec comme Keke Rosberg, bon, c'est un peu spécial, parce qu'en 82... Pironi, qui devait être le champion du monde sur ce qui aurait dû, il a eu un accident à 2-3 courses de la fin et du coup il n'a pas pris part à la fin de la saison. Mais il a été champion du monde, Rosberg, en gagnant une course. Tu vois, bon, il y en avait moins que maintenant, il y en avait genre peut-être 10 de moins, tu vois. Je sais plus exactement. Mais est-ce que Mais tu vois, tu peux finir champion du monde sans gagner aucune course? oui. Juste parce que tu as été ultra stable, par exemple. Ouais. Tu finis 2e, 3e tout le temps. Imagine, il y a vois. beaucoup de pilotes qui se partagent le gâteau. Si toi, T'es t'es linéaire. 2e tout le temps, Ça, tu gagnes, en fait. bah oui, bah c'est possible. Ah, c'est fou. C'est quoi, tu dirais, le moment, s'il y en a eu un, que vraiment un petit moment plaisir qui t'a dit, OK, ce sport-là, c'est mon sport, genre ce petit déclenchement dans ta tête qui t'a dit, je suis tombé amoureux de ce truc-là. Moi, j'ai pas eu de contrôle sur ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est mon père, hein. Il m'a mis devant, il m'a dit, OK, c'est ça ta vie maintenant. Non, c'est ça ta vie. C'est ça ta vie. Et voilà, je parlais même pas encore, tu vois. Donc, ouais, non, en vrai, non. Depuis si, petit, c'est ton père depuis qui t'a... 2-3 ans, je regardais la F1 avec lui, tu Est-ce vois. qu'il t'expliquait aussi? Ouais, de ouf. Bah, en fait, dis-toi que chez nous, le dimanche, il y avait le poulet rôti, tu vois. Et si à 14h, on n'avait pas fini de manger, on n'avait pas commencé, il y avait le départ, frérot. Donc, ma mère et ma soeur, elles attendaient, quoi. Est-ce que ton père, il dormait devant la fin ou pas? Ouais, ça lui arrivait. Mais surtout qu'en fait, avant, c'était pas la même chose, parce qu'avant, il y avait les pubs. Maintenant, avec Canal, il n'y a plus les pubs. Tu vois. Avant, c'était TF1, donc il y avait les pubs. Et en France, la loi dit que t'as pas le droit de mettre les quarts images, là, tu vois. Donc, le petit carré qui où la course, elle continue. Ouais. C'est interdit. Donc là, tu veux te taper la pub. Donc, tu t'attends la pub comme ça. Ouais, Et là, t'arrives, pub. oh non. Il est mort. Tu rigoles. Non. Non, mais mec, c'est pas drôle. Mais l'accident de Ayrton Senna, c'est pendant la pub, mec. Mais non. Je te jure. Donc, ouais, c'est arrivé. C'est catastrophique parce que, enfin, on l'a pas vu, limite, heureusement, on l'a pas vu, tu vois. Et Jean-Louis Moncé, quand il commente, qui est une légende du commentaire de motorsport en France, il commente et il est catastrophé et il dit, voilà, il s'est passé ça. Ouais. Et avant, t'avais la pub sur le jambon et la nouvelle voiture. Quoi. Exactement. Et ouais, et du coup, bon, bref. Et du coup, tu pouvais plus facilement t'endormir et c'était beaucoup plus difficile de suivre ce qui se passait. Du coup, tu regardais ça de peut-être plus de loin. Bah, un peu maintenant. comme le Tour de France, quoi.
où Ouais. ça tourne en boucle dans les maisons, Ouais. presque c'est juste C'est un du poste fond. radio, quoi. C'est Ouais. du fond, c'est Ouais. ça. De temps en temps, t'entends le gars qui gueule et tu vas regarder un peu ce qui se Voilà, passe. la Il a fin. fait l'échappée, Ouais. c'est ça, ouais. Exactement. Si tu devais donner le vrai boss, c'est une question un peu bizarre, mais si tu devais donner le vrai boss en F1 dans une écurie, tu dirais que c'est le pilote. Est-ce que c'est l'écurie ou est-ce que c'est genre vraiment le team derrière? Ou Alors, c'est lui qui met la thune, peut-être? Il y a des. Non, mais t'as plein de cas différents. Le vrai boss, c'est le boss. En fait, le vrai boss, c'est le patron de même la marque. Non, mais ouais. Merci Lucas, Merci. cette réponse. Merci, Captain. Captain Obvious. Enfin, alors, je vais te dire un truc. Le vrai boss, c'est mec, le boss. c'est le boss. D'accord. Et- Voilà, ok. c'est bon, on peut arrêter, je pense. Ouais, let's go. Non, le vrai. Le vrai boss, en fait, en vrai, c'est le propriétaire de la marque en général. Donc, typiquement pour Aston Martin, c'est Lawrence Stroll qui va avoir le plus de parts. Chez Mercedes, ça va être Toto Wolff, c'est le team principal, mais il a aussi, je crois, un tiers des parts de l'écurie Mercedes. Donc, je crois que c'est Mercedes, Ineos et lui. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Donc, tu vois, il est là. Sinon, bah, par exemple, pour Red Bull, ça va être le team principal, mais bon, l'actionnaire est quand même là. Donc là, je te parle du vrai boss. Tu vois, typiquement chez Ferrari, tu as Fred Vasseur qui est team principal, mais tu as John Elkann qui est là et qui va mettre potentiellement la pression, tu vois, s'il faut. Donc le vrai boss, c'est plus ça. Le pilote n'est pas le boss. Le pilote peut avoir un impact, tu vois, typiquement quand ils sont multiples champions du monde dans une équipe qu'ils ont tellement apporté, ils ont forcément un énorme poids. Bah, c'est eux l'image de marque aussi. Voilà, eux et leurs entourages, parce qu'il y a beaucoup de politique aussi en Formule 1 en vrai. Surtout dans les grosses équipes et là où il y a de l'enjeu, forcément, tu vois. Mais non, c'est pas le pilote qui décide. Le pilote, c'est juste le pilote en réalité. Puis est-ce que tu penses qu'un gars, par exemple, comme Verstappen, demain matin, il quitte Red Bull? Parce que c'est quand même l'image, ou même, par exemple, je sais quand Hamilton, il est parti de chez Mercedes, c'est quand même des images fortes, c'est des emblèmes qui bougent d'un endroit à un autre, ou même qui arrêtent. Tu penses que ça n'a pas d'impact quand même? Hamilton, c'est peut-être je sais pas s'il y a peut-être eu un plus gros impact dans l'histoire du sport en termes de transfert. Je vais expliquer pourquoi. Bah parce que c'est Ferrari, déjà. Et que Ferrari, déjà l'action, elle a augmenté. Donc, tu vois, déjà, ça a forcément un impact. Ensuite, forcément, il y a Hamilton. Donc, les plans de partenariat changent. Donc, tu vas augmenter tes prix. Tu vois, donc, c'est un impact sur l'écurie dans laquelle il arrive. Et ça a aussi forcément un impact sur l'écurie de laquelle il part. En termes d'image, en termes de médiatisation, en termes de communication, en termes de partenaires. Enfin, c'est un business, hein, la F1 en vrai. Donc, évidemment, que si Lewis Hamilton quitte ton équipe, ça change. Mais ça vaut pour Lewis Hamilton. Je pense que ça vaut pour les mecs qui sont les plus bankable. Pour ceux qui le sont un peu moins, ça a moins d'impact forcément, c'est proportionnel. J'avais une question un peu plus, on va dire, technique au niveau des chiffres. Je sais pas si tu as la réponse à ça, mais je me disais, les écuries, par exemple, ok, tu prends Ferrari, tout ça, à la base, c'est des compagnies qui vendent des voitures. Red Bull, ils n'ont aucun rapport à ça, à part les sports extrêmes, et ils se sont plantés dans toutes les niches. Ils ont d'ailleurs racheté, je pense qu'ils l'ont racheté pour pas grand-chose, hein, leur place à l'époque. C'était en 2004. Donc, ouais, c'est ça. C'était, par rapport à ce que ça vaut aujourd'hui, ouais. c'est rien du tout. Ouais. Mais c'est quoi le but de ces écuries-là, ou c'est quoi le but de la marque? C'est de vraiment promouvoir, par exemple, Audi qui rentre. C'est quoi leur intérêt? C'est juste visibilité maximum, faire vendre plus de voitures en bout de ligne, tu sais, parce que chacun a ses intérêts propres, je pense, à avoir éventuellement un spot dans l'écurie, quoi. Avant, c'était pas pareil que maintenant, pour une raison hyper importante, c'est que maintenant, il y a un budget cap. Avant, les équipes, elles n'étaient pas capées sur leurs dépenses. Aujourd'hui, elles le sont. Donc, ça uniformise un petit peu les choses, tu vois. Avant, tu pouvais avoir une équipe qui dépensait, je dis, les chiffres sont pas les bons, hein, sûrement, mais 500 millions d'euros par an, avec, et en face, une autre qui en dépensait 150, tu vois. Forcément, t'as un énorme déséquilibre dans le développement de la voiture, etc. Là, t'as un budget cap qui capte la grande majorité des choses. Je crois que le salaire des pilotes n'est pas dedans, il y a quelques trucs qui sont pas dedans, mais c'est pas grand-chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le budget cap? Ce qui s'est passé, c'est que les écuries sont devenues rentables. Forcément, puisque tu dépenses moins d'argent. Parce que tu es obligé de dépenser moins d'argent. Du coup, les écuries maintenant sont rentables, alors qu'avant, elles ne l'étaient pas forcément. Ça change la donne, puisque avant, t'arrivais pour des besoins de marketing, peut-être, tu vois. T'avais besoin des voitures, t'avais besoin de vendre des voitures sur un marché, t'avais besoin de vendre des voitures tout court, t'avais besoin de changer la perception de ta marque. Regarde Alpine. Renault devient Alpine en 2021. Pourquoi? Pour que cette marque s'internationalise, j'imagine. Mais ça a redoré le nom, ça a redonné envie. Et même pour que ça soit connu, tu vois, tout simplement. Parce que la F1, c'est une magnifique plateforme pour ça. T'imagines, t'as une écurie. Voilà. As, par exemple, ils font des machines-outils.
Faudra leur demander pourquoi ils sont là. Mais ça leur fait de la com, tu vois. Mais donc, du coup, à la base, c'est pour ça. Moi, je sais que j'avais demandé au boss de Renault à l'époque où je faisais mes études, il était venu faire une conférence, mes études à Paris, du coup, pas après Montréal. Et je lui avais dit, mais ça avait apporté quoi les 2 titres de Fernando Alonso en 2005-2006? Et il m'avait dit, on avait explosé sur le marché espagnol. Incroyable. Voilà. Donc, peut-être que c'était niche au final, c'est que l'Espagne, j'en sais rien, je sais pas. Mais il m'avait répondu ça, c'est sa réponse. Je sais pas s'il m'avait dit exploser, mais en tout cas, ils avaient de la croissance, tu vois. Là, aujourd'hui, bon, en fait, tout le monde rêverait d'être en F1. Tu vois. Tout le monde rêverait d'être en F1 parce que c'est la plateforme. C'est la plateforme pour être visible. T'as une série Netflix qui est vue par plein de gens, qui est produite. T'as du merch qui est vendu à mort. T'as une visibilité monumentale, tu vois, à travers le monde. Donc, ils sont là pour ça. Et mais en plus, maintenant, ils sont rentables, tu vois. Ouais, en plus, c'est pas un gouffre financier où ils se disent, bon, allez, on se paye la pub, parce que souvent le marketing, ça peut être à perte aussi. Là, en plus, puis tu te fais plaisir. Et je pense aussi que c'est éventuellement un bon investissement, parce que Red Bull, le prix qu'ils ont acheté la place, aujourd'hui, s'ils la revendent, je pense qu'ils ont fait un sacré multiple là-dessus, quoi. Je sais pas à combien elles sont valorisées. En fait, c'est surtout ça, l'investissement de départ, il est, je pense, ridicule par rapport à la valo. Maintenant, mais c'est des milliards, hein, maintenant. C'est des milliards. Ouais. Je me demande si c'est pas c'est plusieurs milliards, c'est sûr, probablement pour la plus petite équipe. Alors après, je veux pas dire n'importe quoi, hein, mais parce que voilà, on sait jamais. Mais je crois que tu vois, une équipe comme Ferrari, c'est quasi inestimable. Enfin, c'est ce coup Ouais, derrière puis eux, ils Ferrari. lâcheront jamais le Non, spot. bien sûr. Mais là, tu vois, je sais pas exactement comment ça s'est passé pour Audi avec Sauber, mais je sais que oui, maintenant, t'as tout intérêt. Mais là, je te parlais du marché automobile au début. Voilà, Audi est venu parce que ils ont. Puis le truc, c'est qu'aussi, tu as un nombre limité. C'est comme si tu prends les circuits fermés, par exemple, aux États-Unis pour le basket, pour n'importe quoi, tu achètes un club. Voilà. Même si t'es dernier, même si ton club il est nul, Ouais. tu sais qu'éventuellement, en plus avec les systèmes de draft, tu vas le revaloriser. Et vu qu'il y a un nombre limité, bah forcément ça va rentrer dans la Exactement. boucle et tu vas forcément reprendre de la valeur sur le long terme. Donc tu as peut-être cette notion-là aussi, je pense, pour les investisseurs qui se disent, ok, bah dans tous les cas ça vaut le coup, on va pas forcément perdre d'argent, max visibilité. Par contre, je pense que pour pouvoir le racheter aujourd'hui, le ticket il doit être quand même assez. Et là, tu m'as dit qu'ils ont une 11e équipe, c'est ça? Ils ont ouvert un nouveau spot? Pour rentrer en F1, alors je me souviens plus, alors peut-être je vais dire des bêtises, mais il y a un ticket d'entrée. C'est-à-dire qu'en gros, tu dois payer. Avant, c'était 200 millions, mais je sais pas si Cadillac, ils ont payé 200 ou 600, parce qu'il me semblait qu'ils parlaient de l'augmenter à 600 millions. Parce que forcément, la F1, c'est un gâteau. Plus t'es nombreux, plus tu partages le gâteau. Donc tu rajoutes une part. Du coup, les équipes étaient pas du tout chaudes de faire entrer une 11e équipe à la base. Voilà. Parce que tu partages le gâteau, parce que c'est comme au foot, tu partages les droits télé, notamment. Donc plus t'es haut dans le classement, plus tu touches le droit télé. Plus ton pourcentage de droits télé que tu touches, il est grand. Donc forcément, c'est une équipe en plus, bah, ça dilue le gâteau. Ça augmente le nombre de parts. Donc là, maintenant, on en a une nouvelle qui est très bien. C'est très bien, c'est Cadillac. Ça montre encore, tu vois, l'engagement des États-Unis. On va toucher un marché différent, etc. C'est très, très bien. D'ailleurs, je crois savoir que Cadillac a pour objectif de se développer en Europe aussi, tu vois. Donc, ça a du sens pour la marque, je pense. Mais ils ont dû payer un beau ticket. Ouais. Si tu devais enlever une règle qui te rend fou, genre, t'enlèverais laquelle? Qu'est-ce que j'enlèverais? Alors, c'est une règle un peu con, mais je pense qu'elle est obligatoire. C'est que tu sais, et en plus ça a parlé à des gens, mais je sais pas si tu te souviens en 2021 quand il y a eu la grosse polémique avec Lewis Hamilton et Verstappen, quand en gros Lewis Hamilton devait être champion du monde, etc. Et que Max Verstappen l'a doublé parce qu'il a pu changer ses pneus. Enfin bref, ils étaient sous safety car, et tu sais, quand ils sont sous safety car, parfois t'as des retardataires qui ont pris un tour, à qui les leaders ont pris un tour, qui sont entre les voitures. Donc le classement que tu vois à l'écran, c'est pas celui que tu vois en vrai, puisque tu as des retardateurs qui sont bloqués derrière la safety car, qui contrôlent donc le rythme, qui font en sorte qu'ils vont pas trop vite, tu vois. Et bien, la règle dit que ces retardataires ont le droit de se dédoubler sous safety car, donc de récupérer leur tour. Okay, et ça n'est possible que quand la sécurité du circuit est maximale. C'est-à-dire qu'en gros, imagine, il y en a un qui a pris un gros crash, il a pété une barrière, il y a la safety car qui sort, il faut que la barrière, elle soit réparée. Tu vois, à partir du moment où la barrière est réparée, le directeur de course, il va dire « Ok, les voitures qui sont à un tour de retard vont pouvoir reprendre leur tour. » Ce qui se passe aujourd'hui quand elles reprennent leur tour, c'est qu'elles font le tour du circuit et elles reviennent derrière. Tu vois, sauf que ça fait perdre énormément de temps. Imagine, ça arrive en fin de course. Imagine, il reste 8 tours. Typiquement, exactement, ou je crois qu'il restait 6 tours quoi, sur cette situation. Le fait qu'elle fasse le tour, bah, tu perds un tour
potentiellement. Et donc, potentiellement, tu finis sous safety car, alors que tu aurais pu avoir un tour de course. Et moi, ça fait un moment que je dis, putain, pourquoi juste ils reprennent pas leur place en se faisant doubler par les mecs de derrière eux, tu vois. Et je trouve que c'est con parce qu'on perd du temps, cette règle. C'est une règle technique, hein. Mais je pense que c'est des questions de kilométrage, parce que les voitures, elles doivent toutes finir, tu vois, dans le tour. Je sais pas s'il y a des questions de transpondeur, j'en sais rien, tu vois. Truc technique. Mais pour moi, cette règle-là, elle fait perdre du temps. Et même dans mon mémoire, je me souviens, j'avais dit, bon, les gars, maintenant, faut arrêter ces conneries, tu vois. Mais c'est pas des conneries, je pense, parce que si la FIA le fait, c'est qu'il y a une raison. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je pense que tu as un peu répondu, mais j'avais quand même envie de te poser la question. Est-ce que tu dirais que la F1 en ce moment, c'est toujours un sport ou c'est devenu un show télé un peu? C'est un sport dans un show. Et en fait, maintenant, c'est de plus en plus un show. Enfin, c'est de plus en plus un show, mais c'est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, avant, c'était trop un sport, pas assez un show. Maintenant, c'est peut-être un tout petit peu trop un show versus le sport, mais je trouve qu'on arrive vraiment à un équilibre intéressant pour tout le monde. Pour que les gens, justement, qui s'y intéressent pas hardcore, tu vois, ils puissent kiffer. Et pour que les gens qui ont pas envie de voir le show, ils puissent quand même kiffer le sport, tu vois. Donc, mais évidemment, c'est à l'américaine maintenant, tu vois. Mais là où c'est cool, c'est qu'on arrive vraiment, je trouve, à s'adapter en fonction des grands prix, tu vois. À Vegas, c'est n'importe quoi. Vegas, t'as les mecs à Vegas, ils vont au podium dans une Rolls, ils font le podium devant les fontaines du Bellagio, tu vois. Enfin, c'est Vegas, tu vois. Et on s'adapte à ça. À Miami, t'as des mecs qui viennent les chercher en moto, comme ça, ils leur mettent et la première année, ça m'a rendu ouf. Ils leur avaient mis des casques de baseball, tu vois, ou de football américain sur la tête. Voilà, alors qu'au Grand Prix d'Espagne, voilà, c'est à l'européenne, tu vois. Donc, ça va. C'est pas mal. Tu penses que ça, pour toi, tu préfères la F1 aujourd'hui qu'il y a 15 ans? Ça serait très hypocrite de ma part de te dire que je préfère celle d'il y a 15 ans. Parce que dans celle d'il y a 15 ans, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait, tu vois. Donc, non, mais moi, j'aime bien celle de maintenant. Je trouve que peut-être c'est un peu trop parfois. Et ce qui me saoule un peu maintenant, c'est que c'est très fermé. Les accès sont difficiles à avoir. Nous, quand on veut aller bosser en F1, c'est compliqué, tu vois. Donc, il y a de plus en plus de monde. Du coup, ils sont beaucoup plus stricts. Et ça, c'est chiant. Mais par contre, j'accepte le tarif vu l'engagement qu'il y a, l'intérêt qu'il y a pour ce sport. Ton pilote préféré de tous les temps? Fernando Alonso. Ah ouais, tu restes là-dessus? Non, mais c'est mon pilote préféré parce que j'ai grandi avec lui, sa voiture bleue et jaune, tu vois, quand j'étais petit. Et du coup, forcément, je reste avec lui. Je peux pas te donner un pilote préféré, sachant que j'ai pas vécu d'autres époques. Et sachant que non seulement la nostalgie, c'est le filtre de la vie, tu vois. Donc, t'as pas vécu des époques, tu les regrettes, mais t'étais pas là. Et en plus, t'en as certains comme un mec comme Ayrton Senna qui, je pense, qui était légendaire, mais il a été canonisé. C'est-à-dire qu'en fait, il est mort sur la piste à 34 ans. Forcément, ça crée une légende, tu vois. Et la légende, je la trouve ouf. Mais je vais pas dire que c'est mon pilote préféré, ça aurait aucun sens. Donc, pour moi, mon pilote préféré, parce que j'ai grandi avec lui et qui en plus est toujours là, c'est une folie, c'est Fernando Alonso. J'avais 12 ans quand il a été champion du monde pour la première fois. C'est incroyable, mais parce que c'est ce qui te touche le plus aussi. Enfin, t'imagines, j'avais 12 ans quand il a été champion du monde pour la première fois. Il est arrivé en F1 en 2001, je crois qu'il a fait première saison en 2001, en 2002, il était troisième pilote et après il est revenu en 2003. En 2001, j'avais 8 ans. Et que j'ai 33 ans, il est encore là. Immortel. Il est encore là. Tu vas peut-être prendre ta retraite avant lui. Mais possible, hein. Ouais, Tout est possible. Peut-être à 60 piges, il sera encore là, les gars. T'imagines, il bat tous les records à bosser. On va finir le podcast sur un côté un peu plus entrepreneur. On a parlé un peu, donc là, on a ton avis sur la F1. On a parlé de l'évolution de la F1 qui a explosé quand même dans les 5 dernières années. Tu as mentionné aussi, je pense, le Covid. Tu as mentionné Netflix, qui ont été des éléments déclencheurs pour, on va dire, ce nouveau format médiatique où aujourd'hui, les gens, ça c'est devenu beaucoup plus... comment dire, accessible, je pense, à tout le monde. Toi, tu as commencé fin 2020, donc c'était c'était pendant le Covid, en fait, c'est ça. Ça s'est passé comment, en fait? T'étais chez toi, tu t'étais bloqué à cause du Covid, tu t'es dit, ok, est-ce que je lance une chaîne? Parce que je sais qu'on s'était parlé à cette époque-là, j'ai vu tes premières vidéos, je me rappelle, quand tu me les envoyais quand tu étais à Montréal. Explosé. Ah bah attends, on va y revenir. mais c'était quoi? C'est vrai que je t'ai jamais posé la question, c'était quoi l'élément déclencheur? Tu t'es dit, ok, je me lance là-dedans parce que ça a toujours été ma passion. Comment ça s'est fait? J'étais un peu frustré, en réalité, parce que j'étais dans le salariat depuis 2-3 ans. Je ne m'épanouissais pas. J'avais envie de lancer un truc, déjà, de base. Et je trouvais pas ce que je voulais faire et tout. Et en fait, le Covid est arrivé. Je me suis retrouvé dans une situation où il y avait des confinements à faire. Et j'ai lancé la chaîne pendant le deuxième confinement. Mais c'est pas la première chose qui s'est passée. La première chose qui s'est passée,
c'est que j'ai lancé un compte Instagram qui s'appelle F1 Intelligence, qui était un compte de news en anglais, où en gros, je faisais un truc que j'aimais bien faire quand j'étais en stage à la FIA, c'est-à-dire la revue de presse. Quand j'étais à la FIA, je faisais tous les matins et toute l'après-midi, une semaine sur deux, la revue de presse du président. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais chercher les articles qui allaient l'intéresser dans plusieurs langues. Je les mettais dans un document Word que je reliais et que je descendais à son bureau. Tu vois, c'est à l'ancienne, Jean Todt. À l'ancienne, c'est plus le même. Et je descendais ça à son chef de la com. Et moi, je faisais du coup la revue de presse en même temps. Parce que du coup, je lisais les articles pour être sûr de ne pas lui sortir des articles pourris. Tu vois, parce que là, tu te faisais déglinguer. Parce que du coup, faut bien choisir. Tu vois. Et d'ailleurs, c'était des articles en italien, en anglais, en français et en allemand. Donc c'était cool. Moi, j'aimais bien le faire parce que du coup, ça me passionnait. Donc je le faisais, le sujet me passionnait. Donc je faisais ma revue de presse. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais faire la même chose sur Insta en anglais. Donc, j'ai lancé ce compte. J'ai commencé avec ça. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais faire ça sur YouTube en français. Ça a mûri dans ma tête. J'avais envie de le faire. Mais tu sais, il faut quand même passer un sacré step pour se mettre devant une caméra. J'avais jamais fait. Hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, pendant le confinement numéro 2, j'étais à Toulouse. Et je bossais à l'époque, j'étais toujours en CDD, je crois. Mais on était à l'arrêt, quoi. Tu vois, on bossait pas beaucoup. En fait, je me suis dit, vas-y, je vais lancer la chaîne. Genre, je vais le faire. Et j'ai fait une vidéo. C'était le débrief du Grand Prix d'Imola 2020. Voilà. J'ai commencé avec un débrief. Et là, t'avais quoi? Pas de matos, rien? J'avais un trépied, mon iPhone et un vieux micro qui marchait même pas. Enfin, tu vois, c'était à l'ancienne, quoi. Et en fait, même pour faire la miniature, j'ai galéré. Enfin, c'était une cata, tu vois. Mais c'est normal. C'est le process, tu vois. Et du coup, je l'ai fait. Et j'ai commencé avec très peu de vues, quoi. C'était éclaté. Et voilà. Du coup, c'est la première vidéo. Première vidéo. Derrière, tu continues. C'était quoi ton rythme au début? Tu sortais quoi? Une vidéo par semaine? J'ai par essayé. 2 semaines? Ouais. Une par semaine. J'ai essayé de faire une par semaine. D'ailleurs, j'ai été aidé par certains de nos amis qui me faisaient des retours, des documents Word comme ça, en mode ça c'est éclaté, ça c'est bien, ça c'est éclaté, continue, change de fond, ça c'est éclaté. Je pense que c'est le comment ils vont. Ouais. Comment ils vont, ça vient de ces vidéos-là. Ouais, non, mais comment ils vont, c'est énorme, j'ai gardé ce truc, tu vois. Je le garde, c'est un gimmick où il y a des mecs maintenant, des gens connus qui me disent comment ils vont. Ça me fait marrer. Incroyable. Tu vois, tu peux plus l'enlever, t'es mort. Si c'était moi, je l'enlèverais, ça me saoule, en vrai. Même si ça me fait marrer. Ouais, mais les gens, ils t'attendent là-dessus. Mais du coup, je le garde parce que ça crée un gimmick marrant. Tu vois. Et moi, ça me fait marrer. Ah, moi, je suis content. À chaque fois que je vois ta vidéo, je dis, c'est bon. Tu pensais que c'est toi, tu vois. Ça me fait trop. Tu sais que je le fais sans l'intellectualiser maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, je fais comment ils vont, j'y pense même plus. Enfin bon. Mais du coup, ça commence comme ça. T'as dû le dire peut-être 2000, 3000 fois, peut-être. Tellement de fois. Incroyable. Tellement de fois. Ok, donc là, tu fais tes premières vidéos, clairement, ouais. Bon, comme n'importe quelle chaîne YouTube. En plus, tu connaissais pas YouTube, si tu t'es lancé là-dessus, mais à l'aveugle, quoi. Ouais, complet. Donc, et là, c'est quoi ton process mental? Parce que clairement, on s'entend que le succès, il arrive pas du jour au lendemain. Tu fais quoi? Une vidéo par semaine pendant quoi? 1 an? Quelque chose comme ça? Alors, je fais une vidéo par semaine et au début, t'as que des vidéos qui font 100 vues, quoi. Vraiment, et encore, hein, 100 vues, c'est bien. T'as aucune vidéo qui marche, quoi. Et en plus c'est en novembre, c'est une saison où le champion du monde il était déjà décidé, c'était vraiment, il n'y avait pas d'attrait particulier en dehors du fait que justement on était pendant le Covid, les gens avaient rien à faire donc ils regardaient YouTube. J'ai eu une première victoire, on va dire en février, donc juste après, où j'ai fait une vidéo qui a fait peut-être 20 000 vues, tu vois. Là aujourd'hui elle doit être à 100 000, mais c'est une vidéo qui a fait 20 000 vues, qui a pété. En fait je m'étais rendu compte parce que j'avais quand même envie de mener cette chaîne YouTube à quelque chose d'intéressant, donc j'avais regardé sur internet, tu vois. Et j'avais regardé sur internet. J'avais regardé sur Google. J'avais regardé sur internet et j'avais fait des recherches sur voir comment marchait l'algo. Et j'ai vu, alors peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, on sait rien, peut-être que des gens de YouTube me contrediront, tu vois. Mais en tout cas, j'avais vu que si t'es rigoureux sur YouTube, t'as des chances pour que d'être récompensé. Voilà, pour qu'à un moment donné, on te fasse un cadeau, tu vois. Ou en tout cas que YouTube commence à te pousser sur la plateforme. Et donc j'ai été rigoureux, je me suis forcé vraiment à faire une vidéo semaine, jusqu'au jour où je suis à Marseille avec un de nos potes communs, qui est pas celui auquel tu penses. Je suis sur le port au Vallon des Offres, tu vois. Et en fait, on est avec des gens et tu vois, il y a un mec qui dit ah putain ouais lui il est youtubeur, tu vois, en foutant de ma gueule. Et là, il dit ça à une meuf, tu vois. Et la fille, elle regarde son téléphone, elle dit ah ouais, putain, mais c'est toi, ouais, t'as juste été chez le coiffeur. Et elle dit ah putain, 3000 vues, pas mal. Moi, j'avais jamais fait 3000 vues de ma live, bon.
Je lui dis, attends, comment ça, 3000 vues? C'est Elle me dit, 100 mais oui, vues. Moi, c'est 100 vues. c'est moi. bien toi, ça. Tu vois, je dis, bah oui, c'est moi. Je regarde, 3000 vues. Et là, je me dis, merde, putain, incroyable cette vidéo. Enfin, c'est trop bien, tu vois, ça fait plaisir. Tu vois, tu te dis, merde, enfin, Ouais, ça y est, ça commence et tout. Juste pour toi, déjà, émotionnellement, tu Voilà, te tu dis. te dis, putain, alors que ça paraît impossible sur la base. Et je me dis, putain, ça y est, ça part et tout, trop bien. Bon, la vidéo fait 20, 30, je sais plus, elle Tu te pète. rappelles laquelle c'était? Putain, non, je me souviens plus. C'était pas genre ami ennemi? Si, c'était peut-être ça sur Gasly Ocon, mais depuis, ouais, c'était pas une vidéo très cool. Au final, c'était une vidéo que j'aurais fait à l'époque, mais que je ferais plus aujourd'hui, tu vois, c'était un peu plus gossip, tu vois. Ouais, mais bon, ça doit quand même aider voilà, à l'époque. voilà, surtout que, voilà. J'ai fait ça avec des sources. Bancal. Ouais, donc, tu vois, c'était pas ma meilleure vidéo. Mais avec du recul, mais à l'époque, elle m'a permis de décoller, tu vois, donc c'est très bien. Et en fait, non, je me rends compte que ça continue à grossir, 5, 10, 20 000, tu vois. Incroyable, folie, tu vois. Et on est en 2021, donc. Et donc, vas-y, ça me motive. Et là, je recommence à faire des vidéos, donc surtout des débriefs de Grand Prix, qui grossissent, tu vois, mais je faisais des 1000, 2000, 3000, 5000, pas plus, tu vois, je popais pas. Donc là, on est quoi? On est milieu En 2021. 2021. Et en fait, on arrive à un moment très important qui est octobre 2021 où je quitte mon taf chez Eurosport à l'époque, je bossais. Je quitte le taf. Donc là, t'as, on va dire, 1 an dans la chaîne, quoi. Je suis à 1 an dans la chaîne, j'ai 10 000 abonnés, ce qui est pas beaucoup. Ouais, mais 10 000, c'est quand même énorme en 1 an. Ah ouais? Bah, en fait, oui, mais au final, non, quoi. Enfin, je sais pas trop comment te dire, mais j'ai même pas 10 000 abonnés. Enfin, j'étais fou, mais avec du recul, ça peut aller beaucoup plus vite, tu vois. Est-ce que 10 000 abonnés, ça te faisait à peu près 10 000 vues par vidéo? Ou même pas? Ça dépendait J'ai des du mal à fois. me souvenir, mais je sais qu'en 2021, j'étais entre 2000 et 10 000 vues. Donc c'était pas fou, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, j'explose un peu, tu vois, on va dire, à partir du moment où je suis en octobre, parce qu'en octobre, je me dis, ok, je quitte mon taf, je m'y mets à fond. Et là, je passe à 2 vidéos par semaine. Et là, ça change tout. En gros, je suis à 10 000 en octobre et en décembre, je suis à 20 000, tu vois, on va dire. Ouais, et là, tu t'es dit, ok. Voilà, fin de saison, je suis à 20 000. Et là, j'ai une motive de malade. En plus, il y a Abu Dhabi 2021. Donc, moi, j'ai pas trop Abu Dhabi 2021, ce dont je te parlais tout à l'heure. Donc, la polémique sur Hamilton Verstappen. Donc là, t'as Qui du fait contenu exploser. infini à faire, ouais. Mais tu vois, les gros de l'époque, donc mec comme Despiello, qui est aujourd'hui un mec que je connais, qui est un collègue, tu vois, maintenant. Lui, à l'époque, c'était le plus gros, et toujours le plus gros, mais c'était lui qui avait énormément d'abonnés. Je pense qu'il prend. Peut-être, je sais pas combien il prend en 2021, mais il prend. Je sais pas, 80 000 personnes, j'en sais rien, énormément, parce que c'est une saison qui a été hyper porteuse sur la F1, et donc plein de gens ont commencé à s'intéresser. Et donc voilà, je suis en 2021, et après en 2022, je prends 80 000. Et là, 2022, c'est parti. Mais là, t'as Netflix aussi qui arrive. Bah, Netflix, c'est en 2019. En fait, si tu veux, Netflix, là où c'est intéressant, et juste pour préciser ça, c'est que en fait, t'as deux choses qui se passent pour la F1, c'est que Netflix sort en 2019, la première saison, et en 2020, il y a le Covid. Et la deuxième saison sort en 2020. Donc, pendant que les gens ont rien à faire, ils font quoi? Regarde la télé. Parce que là, pas de bar. Tu peux même pas être dehors. Tu te souviens? On était bloqués chez nous. Bien sûr. Tu fais quoi? Tu regardes Netflix. Tu ponces Netflix. Et donc, sur Netflix, il y a quoi? Il y a Drive to Survive, cette série sur la F1 qui est hyper bien, mais que les gens avaient vu, mais sans. Sans la regarder. Et donc ouais. là, c'est Covid explose. Les gens regardaient la série. Donc ils se sont dit, ah putain, ça a l'air cool ce sport, je vais regarder la saison prochaine. Ils regardent Et 2021. en plus, c'est une super saison. Peut-être la God Season. Ils voient, tu vois. Explosion. Tout le monde avait un avis en 2021. C'était soit Verstappen, soit Hamilton. Il n'y avait pas un gonze qui n'avait pas d'avis, tu vois. T'étais obligé. Même, toi, j'ai des mecs, ils avaient jamais entendu parler de la Formule 1, ni d'Eve, ni d'Adam, tu vois. Ils connaissaient ce sport. Et ils avaient du merch, quoi. Ils étaient maillot orange, Verstappen. Folie 2021, c'était n'importe quoi. Donc il y a eu ça qui a fait que ça a pris. Et puis après, tu as eu 2022 et ça s'est bien enchaîné. Et là, on en est là, tu vois. Puis il y a un truc aussi que peut-être les gens sous-estiment, parce qu'aujourd'hui, on voit, une fois que tu as le succès, une fois que tu commences à avoir déjà du monde, des abonnés, etc. Après, tu es sur, je vais pas dire que c'est un long fleuve tranquille, mais une fois que tu es sur les rails, c'est déjà pas mal. Le départ, à quel point c'est dur, parce que là, on parle, oui, 1 an comme ça, mais 1 an faire des vidéos toutes les semaines, sachant que tu fais 1000 vues, mentalement, c'est un grind de malade, genre. C'est horrible. Enfin, au début, tu te dis. Alors, moi, j'y croyais, tu vois. J'ai toujours eu la vision, tu vois. Je me suis toujours dit. J'ai toujours visualisé. Mais la raison pour laquelle il n'y a pas tant de youtubeurs, au final, hein, par rapport à des gens sur Instagram ou quoi, bah, c'est parce que c'est un énorme filtre. Faire une vidéo d'1 minute, c'est faire une vidéo d'1 minute. Une bonne vidéo, déjà, c'est pas facile, tu vois. Faire une bonne vidéo de 15 minutes, bon courage. Pour trouver la formule, pour trouver ton personnage, pour trouver ne serait-ce que l'opérationnel. Pour faire le montage, c'est hyper chiant. Quand je sais pas si t'as déjà fait du montage, mais ça peut vite te faire péter les plombs de faire du montage. Moi, en plus, il fallait que je fasse les miniatures parce que j'avais pas de graphiste à l'époque, parce que j'avais pas de moyens.
Il faut que tu trouves les bonnes descriptions, que tu comprennes comment la plateforme elle marche, que tu fasses le bon titre, tu vois, au bon moment. Enfin, c'est un apprentissage de ouf. Et au début, ouais, c'est un grind de malade. Moi, j'étais obsédé. Parce que tu dois faire le montage, tu fais tout seul, tu dois Ouais. trouver les idées, écrire les scripts, faire les Ouais. miniatures, tout ça. Tu sors la vidéo, elle fait 1000 vues. Bah, tu peux te remettre en question. Ouais. Tu peux te dire, bon, vas-y, est-ce que je continue? Mais en fait, non, il faut continuer. C'est ça que les gens. Mais c'est le plus dur, mais c'est ça que les gens devraient faire, en fait. Tu vois, ce qu'ils veulent se lancer sur YouTube. Vraiment hyper important. Et toi, tu conseilles jamais lâcher. Là, parce que tu dis que tu as vu l'impact énorme quand tu as fait 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine, c'est un rythme de malade. Hein. Ouais, 2 vidéos par semaine, c'est hyper compliqué. Même aujourd'hui où j'ai du monde qui bosse avec moi, c'est hyper difficile de faire 2 vidéos par semaine. Et des vidéos, maintenant j'arrête. Maintenant, parfois, je fais une semaine. Enfin, hors saison. Tu vois, là, par exemple, en ce moment, je peux en sortir une par semaine ou je mets un podcast, tu vois, pour compléter. Mais c'est très compliqué de sortir 2 vidéos par semaine. Hein. Enfin, l'écriture, ça prend 4 heures. Le tournage, ça prend 1 ou 2 heures. Après, il faut faire le montage dans les temps. C'est pas moi qui le fais maintenant, mais tu vois, c'est encore énorme, 2 vidéos semaine. Et surtout quand tu fais du contenu chaud. Parce que toi, tu dois être en réaction, faire les débriefs, faire tout ça. Si tu sors le truc avec 24 heures de retard, t'es mort. Tu peux pas. Donc t'es tout le temps en course contre la montre, en fait. Ouais, flux tendu. C'est ça que les gens, je pense, qu'ils réalisent pas sur ta chaîne aussi. C'est qu'ils savent que tu vas délivrer la marchandise, mais toi, ça te met des pressions de fou, là. Ouais. Bah, disons que tu peux avoir une soupape en préparant du contenu à l'avance. Tu peux avoir des scripts préparés et tout qui ne seront pas temporels, qui vont te permettre de souffler. Si par exemple, au moment donné, tu prends une semaine de vacances, tu dis, OK, tu les prépares en avance, tu les fais écrire en avance, parce que moi, il y a aussi des vidéos sur lesquelles j'ai des auteurs, mais pas sur les opinions. Tu vois, typiquement, les débriefs, il n'y en a pas. Tu peux avoir un auteur qui va te permettre de souffler. Tu le payes, hein, bien sûr, par contre. Mais non, en réalité, 80% du temps, on est en flux tendu et c'est extrêmement difficile aussi et surtout quand t'es là-bas. Là, tu vois, je vais partir en Australie, je vais faire le débrief de l'Australie, il faut qu'il sorte le jour même. Dans l'avion, quoi. Non, ouais, les trucs qui sont faits dans l'avion, mais là, il faut que ce soit fait très vite après le Grand Prix. Sauf que t'es sur place, tu n'es pas sûr d'avoir une bonne connexion, donc il faut que t'envoies tes rushs. Comment tu fais pour envoyer tes rushs si t'as 2 mégas par seconde qui s'envoient, frérot? Tu fais comment? Il faut trouver des solutions, c'est stressant. Donc ouais, c'est pas du tout le rythme d'un youtubeur qui serait plus tranquille, tu vois, qui se l'impose pas. Même si les youtubeurs qui sont à 1 vidéo par semaine ou même 2 vidéos par mois, s'ils ont des grosses prods à faire, bah, faut trouver le sujet, c'est un travail. C'est hyper dur. C'est hein. hyper long. C'est juste, moi, dans un sens aussi, il y a un avantage à être en flux tendu. C'est que, tu vois, par exemple, mes previews et mes débriefs, bah, le contenu, il est venu à moi. Tu vois, en vrai. Ça s'est passé, je l'ai dans la tête, j'ai plus qu'à l'écrire, c'est une question de temps, tu vois. Alors, il faut avoir l'énergie et tout de le faire, mais en réalité, je remplis des cases. Moi, je galère souvent à trouver des sujets parfois quand il n'y a pas d'actu, tu vois. Donc, l'actu a ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Éditorialement parlant, le sujet, il est là, il existe. Tu vas le traiter. Oui, puis quand t'as une bonne course, il s'est passé plein de choses, c'est du tout droit, quoi. Tu remplis, tu remplis. Bah, il faut que faut pas être trop fatigué et tout, c'est sûr, hein, parce que sinon, t'as du mal à sortir des vannes. Si tu veux. Il faut que ça reste interactif en plus, c'est ça. Faut que ça reste interactif, faut que t'arrives à faire une bonne vidéo quand même. Mais le gros avantage de l'actu, c'est ce que moi je dis souvent, on me dit, ah putain, horrible l'actu. Ouais, mais éditorialement parlant, t'as le tunnel. C'est l'avantage de la F1, t'as un tunnel toute l'année. T'as des histoires à raconter, elles sont déjà là. Puis il y a un truc moi qui m'interpelle, c'est t'as l'impression que quand t'as des youtubeurs qui sont établis comme toi, ou même des gens plus gros, tu sais, qui ont déjà des succès et tout ça, que quand ils sortent une vidéo, maintenant c'est bon, c'est fini, ils s'en foutent, ils sont contents, entre guillemets, t'as fini le game. Est-ce que toi, t'es encore impacté sur une vidéo quand tu fais une vidéo? Parce que tes chiffres, ils augmentent en fonction de tes attentes. Au début, tu fais 1000 vues, c'est normal. Tu fais un 10 000, t'ouvres le champagne. 100 000. Là, aujourd'hui, tu fais 10 000, t'es pas content. Je fais 10 000, j'arrête. Hein. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Donc, si jamais tu... Maintenant, est-ce que t'as encore le côté émotionnel? Ça te touche encore quand t'as une vidéo qui marche pas? Genre, ça te frustre vraiment? Ouais, en fait, si tu veux, quand t'as des périodes et des variables qui font que tu peux savoir quand une vidéo marchera pas. Tu peux le savoir, tu peux savoir quel format va mieux marcher que d'autres, tu peux savoir quand il y aura un intérêt supérieur, tu peux savoir quand la tendance sera plus sur la F1 ou pas. D'ailleurs, en vrai, il y a une temporalité qui se répète tous les ans, c'est que le début de saison, ça fait des chiffres de fou. À partir de juin, jusqu'à septembre, c'est plus compliqué, tu perds 20%, 30%. Après, ça remonte. Donc ça, tu le sais. À partir du moment où tu le sais, ça sert à rien. Tu peux prévoir. Ça reste dans l'émotion. Après, c'est vrai que en basant vraiment tout sur... Enfin, vu que tout est basé sur tes chiffres, en réalité, même tes collabs, tout ça, c'est sûr que c'est relou quand tu fais des moins bons chiffres. T'es très content quand t'en fais, et quand t'en fais des moins bons, tu comprends pas, tu vois.
Enfin, tu comprends pas. Tu comprends, mais ça te saoule. C'est sûr, c'est logique. Ouais, t'as quand même toujours. Ouais, je comprends que quand t'as une vidéo qui explose, t'es toujours quand même content. Tu te dis, j'ai fait du bon travail, je suis récompensé et vice versa, quoi. Oui, parce que, juste pour compléter, c'est lié aussi à tes revenus. Tu vois. Donc, même s'il n'y a pas que l'argent dans l'histoire, c'est lié à tes revenus, comment tu payes tes prestats. Enfin, tu vois, si tu fais un mois de merde, bah, tu vas être plus ric-rac, tu vois, sur bah, tout ce que tu dois payer. Parce que nous, on est 10, par exemple, tu vois. Maintenant, on est une dizaine. Bah, faut payer tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il faut faire suffisamment de revenus pour payer tout le monde. Si tu fais pas tes vues, la question, elle se pose. Puis, je sais que c'est une question difficile parce qu'il y a YouTube, mais tu as aussi plein de canaux à côté de distribution où tu fais de l'argent avec différentes choses. Mais les gens ont l'impression que quand tu es YouTubeur, ça y est, c'est parti, tu fais de l'argent, etc. C'est à partir de quand tu dirais, on va dire, peut-être en termes d'abonnés, que tu commences, on va dire, à faire un peu d'argent pour déjà en vivre. Parce que c'est difficile, en fait. Si tu prends juste la monétisation YouTube, hein, je parle. Hein. Bon, tu peux faire En fait, c'est marrant parce que c'est très difficile à quantifier puisque c'est une équation à plusieurs variables. Ton watch time, ton nombre de vues. Donc, logiquement, plus le volume est grand de personnes qui voient ta vidéo et plus les gens restent longtemps, plus tu vas gagner d'argent. Donc, tu peux faire 10 000 vues et gagner, j'en sais rien, 500 balles, et tu peux faire 100 000 vues et gagner 500 balles, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ok, parce que si c'est une vidéo très courte, par exemple les shorts, ça, tu fais pas d'argent quasiment avec. Non. Par contre, si tu fais une vidéo de 10 minutes et que les gens regardent la vidéo entière de 10 minutes versus une vidéo d'1 heure, un podcast comme ça, si les gens se tapent le 1 heure, Ouais. là, éventuellement, tu fais plus d'argent avec le truc d'1 heure parce qu'il y a plus de pubs et tout. Là. Ah oui, si tu fais une vidéo d'1 heure qui est vue 100 000 fois et qui est regardée à 100%, ça va aller. Tu vois. Ouais, parce que, en fait, YouTube, c'est intéressant parce que pour moi, c'est la meilleure plateforme dans le sens où c'est celle qui te rémunère le mieux et qui est la plus linéaire. YouTube, c'est la plus linéaire. C'est celle qui change le moins. L'algo, il est assez linéaire. Je parle pas des shorts. Les shorts, c'est un peu différent. En tout cas, les vidéos longues qui sont pour moi mon socle, ça reste linéaire. La rémunération de YouTube, elle est relativement juste puisqu'elle dépend de ces deux variables. Après, est-ce qu'ils nous donnent suffisamment par rapport à ce qu'eux prennent vis-à-vis de auprès de leurs annonceurs? Je sais pas. Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est une plateforme juste, je trouve, parce que tu travailles beaucoup et tu récupères de l'argent. Après, la vérité, c'est que s'ils n'étaient pas comme ça fonctionnerait pas. Parce qu'on oublie quand on est consommateur, mais YouTube, c'est une plateforme gratuite. Et nous, personne nous paye en dehors de YouTube. Donc moi, je pourrais pas faire fonctionner mon système si YouTube ne me payait pas. Tu vois, comme Instagram, par exemple. Instagram ne nous paye pas. Il y a des pubs sur Instagram, ils ne nous payent pas. Tu vois. Donc si ça fonctionnait pas, YouTube ne fonctionnerait pas. S'il n'y avait pas cette AdSense, YouTube ne fonctionnerait pas parce que même si tu peux avoir des collabs et tout, YouTube, c'est un socle. Et donc, ta prod, qui coûte de l'argent en réalité, et les gens ne peuvent probablement pas s'imaginer à quel point, bah, tu pourrais pas la payer. Donc ta chaîne, elle ne fonctionnerait pas. Parce que, encore une fois, c'est gratuit YouTube. Là, tu peux prendre YouTube Premium là, si tu veux pas avoir ouais, les mais pubs. la base, Pas obligatoire. c'est gratuit. Au niveau distribution, parce que là, on a parlé YouTube, c'est sûr que c'est, on va dire, ton truc principal, c'est de là que tout découle. Après, d'ailleurs, tu vas aller chercher des partenariats. Tu dirais que c'est quoi en fait? C'est le but éventuellement quand tu arrives à ton stade là, c'est d'avoir YouTube comme fonds de commerce un petit peu et derrière après aller chercher un peu les réseaux. Est-ce que tu vas gagner de l'argent aussi avec les partenariats que tu mets à l'intérieur de chaque vidéo? Ça, c'est des partenariats privés, ça, c'est des compagnies qui viennent te démarcher, c'est ça? Pour dire placement de produit un peu? Bah, tu sais, tu as une plateforme qui est vue. Du coup, ça intéresse les marques à partir du moment où tu as de l'engagement et elles viennent prendre une partie de cette vidéo. Mais c'est la pub, tu vois. C'est comme à la télé, c'est pareil, en fait, c'est marrant. Nous, en général, enfin, la pub va vendre des spots d'une minute de 30 secondes, pardon. Nous, on va vendre des spots d'une minute 30 dans l'intro de la vidéo en général. Est-ce que c'est toujours les mêmes formats, ce que tu dirais? Genre, quand ils vont te démarcher toi ou un autre youtubeur, ça va être toujours 1 minute, 1 minute 30 Ouais, en général, c'est la norme, soit entre 60 et 90 secondes, en fait, en général. Ils vont te demander 1 minute de vidéo, un peu plus potentiellement. Moi, souvent, je fais entre 1 minute. Moi, souvent, je suis à 90 secondes, un petit peu moins, tu vois, ça dépend du placement. Mais j'essaye toujours quand même de faire des placements de produits qui sont pas marrants, mais qui sont un petit peu liés à ma DA, quoi, tu vois. Et ouais, donc t'as ça qui rentre, évidemment, et heureusement, parce que sinon, si t'avais juste YouTube, ça serait pas possible. Et ça, tu dirais que ça complémente vraiment bien ou c'est presque devenu le truc principal? YouTube paye en fait, on va dire que ouais, YouTube paye le fonctionnement. Ouais. Et les marques, on va dire que c'est une partie entre la marge et un peu de fonctionnement. Tu vois. C'est un peu ton salaire presque au final à toi. Ouais, on va dire ça, même s'il y a quand même encore des trucs à couvrir après YouTube quand même. Il y a beaucoup de choses. Parce que je te dis, on a beaucoup de formats, on fait de la prod. Enfin, je t'en parlerai peut-être après, mais on a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et YouTube, c'est pas tant quand même en comparaison. Donc non, mais effectivement, ça peut être un 65-35, tu vois, les collabs. Fou, parce qu'on a l'impression que les gens, enfin, si tu connais pas YouTube et que t'as jamais fait une vidéo, que t'as jamais compris comment ça marche,
que tu fais de l'argent avec YouTube, que derrière tu fais de l'argent avec les placements de produits, que derrière tu fais de l'argent avec Instagram, avec TikTok, avec tout ça. C'est le cas avec les gros youtubeurs. Un mec qui a 10 millions d'abonnés, ça va être le cas. Mais ça reste qu'il a quand même des coûts d'opération qui sont énormes. Quand tu vois les vidéos que Squeezie fait, par exemple, où ça leur coûte un bras aussi de sortir ces vidéos-là, il faut payer tout le monde, quoi. Oui, alors c'est sûr. T'as des vidéos qui vont coûter des centaines de milliers d'euros en prod. C'est ce dont les gens ne se rendent pas compte. Je pense que les prix sont tellement élevés que tu vas couvrir largement. Mais c'est sûr qu'ils prennent des risques. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de... En fait, c'est marrant parce que... Et là, t'as complètement raison. Je dis les gros, c'est différent parce qu'effectivement, les montants sont plus gros. Là, typiquement, un mec qui fait une vidéo chez lui comme moi et qui fait 10 millions de vues, par contre, là, il va faire beaucoup de... Voilà, c'est le jackpot. Là, c'est le jackpot, tu vois. Ouais. Très clairement. Par contre, un mec qui fait comme, je sais pas, la vidéo du train de Squeezie, là, il a fait une vidéo dans un train, un truc qui a coûté peut-être, je sais pas, 700 000 euros. Enfin, je dis des chiffres parce qu'il me semble que j'ai entendu ça, mais c'est peut-être moins. Mais en tout cas, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Bah, évidemment qu'il prend un énorme risque. Même Kaizen, tu vois, c'est un truc monumental en termes de prod, c'est fou le résultat. Mais ça a coûté de l'argent, tu vois. Ça a coûté, je sais pas, peut-être qu'il a parlé d'1 million, je sais plus. Mais en tout cas, les sommes, c'est presque un pari, le truc, tu vois. C'est un investissement que tu fais à la base. Donc ouais, c'est un modèle qui est proportionnel, je pense. Mais ouais, t'es obligé d'avoir un socle et après, tu vas chercher des partenaires. Et là, à côté, tu as la marque de vêtements, Slick, que tu vends un peu à travers les réseaux sociaux aussi. Ça sert à ça aussi, de faire des promotions, des images, montrer le contenu. La nouvelle collection qui est sortie, je pense, il y a quelques mois, non? Ouais, c'est ça. Non, Slick, en fait, c'était un projet que j'avais à la base. Moi, j'avais toujours voulu vendre des vêtements. Je kiffe bien ce secteur-là, en fait. Sans être un mec de fashion, tu vois, mais j'aime bien le fait de se dire, ok, ouais, j'ai fait des vêtements et on peut les porter. Donc ouais, on a ça en complément. Après, tu vois, c'est pas un énorme complément, c'est un projet qu'on fait aussi pour se faire kiffer. Moi, j'aime bien, j'avoue, honnêtement, le fait d'avoir des gens qui me disent c'est trop bien de pouvoir avoir une plateforme qui nous permet de faire des cadeaux de Noël, tu vois, dans le motorsport. Et c'est vrai qu'à Noël, nous, c'est là qu'on fait notre plus grosse activité. Et les gens sont grave contents. Tu vois, les filles, elles achètent à leurs copains un truc Slick Collections. Et en fait, ça fait plaisir de dire putain, tu participes aussi à ça, quoi. Moi, j'aime bien. Mais ouais, ça fait partie de ma diversification. Après, on fait de la production vidéo. C'est ça, ce que j'allais dire. Tu as parlé de prod. C'est quoi un peu ce... La prod, en fait, c'est que moi, j'ai une équipe qui est très professionnelle maintenant. Et on fait des formats... on faisait déjà des formats documentaires sur ma chaîne. Et ce qu'on fait maintenant, du coup, c'est qu'on accompagne des clients sur l'aspect réseaux sociaux, YouTube principalement. Et on crée des concepts, on fait de la prod exécutive, on va faire des documentaires, tu vois, pour eux, en marque blanche. Donc là, ils t'engagent pour ton expertise, en fait. Ouais. Et ton équipe. Et tu vends un package, mais là, ça n'a aucun rapport avec ton image, toi, YouTube. Ça peut, parce que parfois, j'incarne. Tu vois, ça, on a fait un behind the scenes des FIA Awards, j'ai incarné en anglais pour la chaîne de la FIA, tu vois. Je fais le fil rouge, c'est pas moi le personnage principal, mais j'incarne pour eux. Donc là, ça a un lien, puisque... Et eux, ça les arrange, parce que je connais le sport automobile. Tu vois, il y a tout se goupille bien pour que ça fonctionne. Donc on fait ça fait partie du reste. Mais c'est logique, tu vois, au final. Parce qu'on a une expertise, on bosse super bien avec nos prestataires. On vend notre prestation, quoi. Oui, puis t'es dedans aussi, tu sais comment ça marche, quoi. Ils vont pas prendre un gars random qui est bon monteur ou bon producteur, mais qui a jamais touché à ce milieu-là aussi. Tu vois. Est-ce que tu as parlé de l'anglais? Est-ce que tu penses que c'est un peu... Tu veux aller dans le futur un peu plus en anglais ou tu veux rester vraiment sur du contenu français? J'aimerais. Mais en vrai, c'est pas pareil de parler anglais... devant une caméra que de parler anglais, tu vois. C'est pas évident de l'incarner comme je l'incarne en français. J'ai déjà essayé pour voir. Et c'est super difficile. Il faudrait que ce soit un format différent, je pense. Ou une autre chaîne. Ouais, non, une autre chaîne, c'est sûr, parce que là, tu casses tout. Hein. Si tu commences à parler anglais le jour au lendemain... Lucas speak for ouais, non. Si tu commences à le faire sur la même chaîne, tu exploses l'algo. Les gens, ils aiment pas ça, tu vois. Donc... ça pourrait, mais ça serait plus sous un autre format. Et encore une fois, c'est pas mon truc préféré. Je sais pas, je me sens pas forcément légitime, tu vois, même si j'ai aucun problème à parler anglais. Genre, ça fait pas partie des trucs que je vois, mais tout est possible. Donc ça serait quoi la suite là? Tu te vois quoi? Là, t'as atteint des objectifs de malade. L'année dernière, t'as vécu une année spectaculaire. Ta chaîne continue à grossir. Là, tu as passé les 230 000 sur YouTube. Est-ce que tu regardes plus que YouTube? Tu regardes aussi un peu les réseaux sociaux ou les réseaux sociaux, c'est annexe et c'est vraiment YouTube ta priorité? YouTube, c'est ma priorité parce que c'est la base, c'est le socle. Sans ça, il n'y a rien. Tu vois. Non, mes objectifs, c'est de continuer à faire en sorte que mes process soient les plus fluides possibles. Donc, avoir des prestataires qui sont les plus affûtés possibles. Pour moi, minimiser mon temps de travail sur ces projets-là. Que moi, en gros, je passe plus que le temps où j'écris et je passe devant la cam pour aller chercher d'autres
projet, avec la prod, avec les vêtements, etc. Juste encore sur YouTube, donc c'est développer la chaîne le plus possible, continuer à faire les chiffres, etc. Et on a une deuxième chaîne aussi. Lucas raconte. Ouais, deuxième chaîne qu'on a lancée en 2024, qu'on a mis beaucoup de temps à faire marcher, tu vois. Typiquement, je pensais que je connaissais YouTube, bah, j'ai appris beaucoup de trucs en plus avec cette chaîne-là, qui est une chaîne où à la base je racontais des histoires, mais que j'ai changé. Et maintenant, on fait du décryptage business de sport et ou même du lifestyle, tu vois. C'est ce qu'on voit pour le futur, en plus du sport. Donc là, 2 exemples. Là, j'ai décrypté le business du Super Bowl. C'est ma dernière vidéo qui est sortie avant-hier. Et avant ça, j'avais fait une vidéo sur, je cite, le padel est-il en train de tuer le tennis, tu vois. On analyse le cas de la Suède et de la France, où la Suède, ça a craché, et on fait le modèle français. Et l'objectif de ce changement éditorial, c'est de créer de la valeur ajoutée. Donc de faire en sorte que pas juste tu sois passif en regardant la vidéo, mais que tu apprennes des choses. Parce qu'on a remarqué, et c'est logique, mais ça a pris du temps à infuser, que les gens regardent les vidéos pour une raison, parce qu'ils apprennent des trucs, parce que Tout est éducatif. Exactement. Et ça me saoulait même de raconter des histoires. Je préférais changer. Et j'ai fait mon master en sport marketing. Donc j'ai toujours eu ce truc-là avec le sport que je fais déjà avec la F1, mais que j'avais envie de faire avec d'autres. T'aurais pu faire Lucas parle tennis, hein. T'étais pas loin. J'aurais hein. pu, mais j'ai pas le time. Mais J'ai ça aurait vraiment été pas le tennis ton deuxième soir, non? Ça aurait été le tennis, ouais. Ça aurait été le tennis. Mais j'ai vraiment pas le temps. Et le tennis, c'est plus difficile. Il y a beaucoup plus de joueurs. Tu vois, c'est compliqué. Mais du coup, mon objectif, c'est de faire grandir cette chaîne. Et là, on a fait nos 2 dernières vidéos. Il y en a une à 165 000 vues, une à 100 000 vues. Wow. Donc avant, on n'avait jamais fait ces chiffres. Ça montre que le shift, il fonctionne pour l'instant. Donc je veux l'amener à grossir cette chaîne aussi, parce que ça fait partie de ma diversification. Et tu sais, ça me permet aussi de parler d'autres choses. Voilà. Et voilà. Et puis j'ai pas de limite sur les projets. Hein. Je veux développer la prod, développer le reste. Puis sur la deuxième chaîne, tu serais plus flexible de quoi tu parles. Tu peux partir sur des sujets complètement différents. Puis tu peux les sortir aussi de manière intemporelle. T'es pas forcément pris avec la semaine prochaine. Bah tu vois, on sort le Super Bowl parce qu'il y a le Super Bowl, mais c'est pas un débrief. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une vidéo qui va pouvoir vivre tous les ans sur chaque Super Bowl que les gens vont pouvoir regarder, tu vois. Qui va sûrement d'ailleurs ressortir avec la tendance de YouTube, parce que quand on parle beaucoup de Super Bowl, bah, ça sort, tu vois. C'est un investissement long terme en fait au final. Et puis là, on fait une vidéo par mois. J'aimerais passer à 2. Et que ça a jamais été. Donc j'aimerais passer à 2. Donc voilà, mais ça c'est pareil. Pour l'automatiser, il faut faire bosser des gens. Là, je suis à perte à mort depuis 2 ans là-dessus. Mais si on fait suffisamment de vues, on peut faire rentrer des marques dessus qui peuvent financer tout ça. Et donc continuer à faire grossir la chaîne. Pour moi, cette chaîne a beaucoup plus de potentiel que ma chaîne principale. Parce que ta chaîne principale, elle est capée en termes de gens francophones qui s'intéressent à la F1, tu penses? Ouais. Alors que là, on parle de sujets beaucoup plus globaux. Donc typiquement, je pourrais avoir 1 million d'abonnés sur Lucas Raconte. Sur le cas par la F1, on s'en reparle en 2050. Ouais, ou 2100 peut-être. Ouais, 2100. Parce qu'en fait, tu penses que t'es capé, genre même si tu deviens le plus gros, tu fais de quoi? Alors 300, 400, 500? Bah là, le plus gros, il a 400, je crois, un truc comme ça. Mais les abonnés, c'est compliqué parce que les abonnés, c'est miraculeux de prendre un gros pic d'abonnés sur la F1, c'est un truc linéaire. C'est pas évident, quoi. C'est un truc qui se fait sur le long terme. Ça a pris du temps d'arriver à 230. Je prends 40 par an, quoi, tu vois. Donc, 40 par an, c'est rien par rapport à d'autres chaînes qui prennent 40 par mois, tu vois. Ouais, puis t'es en français aussi. Parce que là, mettons, tu serais anglo, tu pourrais monter mais peut-être même, tu vois, la plus grosse chaîne anglaise, elle a genre peut-être 1 million. Ah ouais, 500 000. Ça, hein. Donc non, en fait, ça reste une... En fait, c'est plus une niche, mais ça reste une niche pour ceux qui consomment ça. C'est ça, ouais. Donc, la France, pour ma deuxième chaîne, c'est possible que ça m'apporte beaucoup plus de monde, puisque tu parles de sujets qui sont potentiellement extrêmement larges, mais l'autre chaîne, elle est plus capée, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2026? De faire déjà le minimum la même année que 2025 et de péter mes objectifs, parce que c'est toujours l'objectif, de péter les objectifs. C'est quoi les objectifs? Bah, l'objectif, c'est de faire grossir Encore une fois, c'est pas des objectifs comme ça, tu vois. Moi, j'ai des objectifs plutôt, tu sais, globaux, genre continuer la croissance, moi, tenir le coup aussi, tu vois, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais physiquement, c'est dur, mentalement, c'est dur, parce qu'il y a beaucoup de trucs, beaucoup de déplacements, beaucoup de décalages horaires, beaucoup d'avions, tout ça, et donc, tenir le coup, juste de faire tout le contenu que je veux, moi, sans péter les plombs, tu vois, ça, c'est important, que mes équipes fonctionnent bien et tout, et voilà, j'ai envie de faire les 250 000, voire 300 000, même si j'aurais du mal à penser qu'on va faire 300 000 cette année, et 100 000 sur la chaîne Lucas Raconte.
C'est ce que je te souhaite. Lucas, merci beaucoup. Merci Vraiment un beaucoup, c'était cool. plaisir. Ouais, c'est Ça fait bon. plaisir. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Pour ceux qui connaissaient déjà Lucas, peut-être vous le connaissez un petit peu mieux maintenant. Et pour ceux qui ne le connaissaient pas, vous pouvez retrouver donc sa chaîne Lucas par la fin. On vous mettra tout dans la description. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et à très bientôt dans un prochain épisode.